rejoindront. Ok. Je me mets à côté de toi juste pour capter le micro. Ok. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass de l'Institut supérieur du droit. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Sandy Mamou, qui est une experte en intelligence artificielle. Et c'est un jour important puisque vous avez pu constater qu'on ne parle que de ça en ce moment. Actuellement, à Paris, le président Macron, avec les représentants de la Chine et de l'Inde, sont au sommet de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi ça l'ISD. On essaye le plus possible de vous proposer des cours qui soient vraiment connectés à la réalité et aux besoins de la société et même du monde entier, puisque ce sont des enjeux qui concernent l'humanité tout entière. Sandy, merci infiniment d'être là. Avec Donc, plaisir. Je te laisse la parole et on peut l'applaudir. Et on remercie d'être là. Donc bonjour à tous, donc comme Amandine m'a présenté, je m'appelle Sandy Mamou, je suis experte en intelligence artificielle et je vais commencer par vous dire que vous avez une grande chance de faire ce cours-là, puisqu'en fait dans la pratique du droit, elle est en train de changer drastiquement avec l'intelligence artificielle. Et moi, dans mon métier, tous les jours, je vais à la rencontre de cabinets d'avocats, d'entreprises, pour leur apprendre comment utiliser cet nouvel outil qui est une réelle révolution et un réel changement dans la façon de travailler et notamment dans la pratique du droit. Et donc, on va voir 4 grands thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'IA, parce que l'IA, ce n'est pas simplement poser une question à ChatGPT, c'est plus profond que ça, donc on va essayer de comprendre ce que c'est. Ensuite, on va étudier ce que c'est que l'IA dans la pratique du droit. Donc, quels sont les outils qui sont disponibles. Ah, pardon. Ok. Donc, les outils qui sont disponibles aux juristes, aux avocats, etc., qui vont leur permettre de gagner en productivité et d'aller de réaliser un travail, un meilleur travail qui sera aussi bien fait que s'il l'avait fait de manière humaine, mais de manière beaucoup plus efficace et rapide. Ensuite, on va regarder comment bien utiliser l'IA, parce que c'est cool de savoir qu'il y a des super outils qui existent, qu'on peut utiliser, mais comment on les utilise de la bonne manière. Et enfin, on va parler des nouveaux métiers, des cadres réglementaires autour de l'IA, puisque maintenant, il y a des spécialités. On peut se spécialiser, on peut être avocat ou juriste spécialisé dans l'intelligence artificielle, parce que comme vous le savez, l'intelligence artificielle soulève des problèmes éthiques et juridiques qui doivent être traités par des professionnels du droit. Ok. Donc, on va commencer par qu'est-ce que l'IA ? Alors déjà, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que l'IA. Donc, l'IA, c'est une technologie qui permet à des machines de simuler certaines capacités humaines, comme l'apprentissage, la reconnaissance d'images, la prise de décision. Alors en fait, l'IA, c'est des algorithmes. Donc les algorithmes, ça existe depuis la nuit des temps. C'est des codes informatiques. Mais avant, c'était des codes informatiques qui s'appuyaient sur des formules humaines. Aujourd'hui, l'IA, elle n'a plus besoin de formules. C'est toujours un code informatique, mais à partir de données, elle va être capable, de prendre des décisions. Et en fait, vous allez comprendre que l'IA, c'est un mélange de mathématiques, d'informatique et de données. Et ça, on va le comprendre très simplement. Donc déjà, les données. Aujourd'hui, vous regardez probablement tous Netflix ou Prime Video ou sur Canal, etc. Et vous avez une petite section où on vous dit les films, ce que vous allez probablement aimer. Et en fait, ça, c'est parce qu'en fait, ils ont analysé vos données. Ils ont analysé tous les films que vous avez vus, toutes les séries, et en fait, ils ont compris vos préférences. Donc, la première chose, c'est les données. On ne va pas pouvoir vous recommander un bon film, un film qui va vous plaire, si auparavant, vous n'avez jamais regardé de film de votre vie ou sur la plateforme. Donc, la base, c'est les données. Ensuite, il y a les mathématiques. Les mathématiques, ça sert à quoi? C'est ce qui va permettre de faire le lien. Ok, on a vu tous les films que vous avez vus, mais... Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va continuer. J'étais en train d'expliquer ce qu'était que l'intelligence artificielle. Et donc, je disais que c'était un mélange de données, de mathématiques et d'informatique. Donc, les données, ce que je vous disais, on veut qu'on nous recommande un bon film. Il faut avoir regardé des films auparavant pour savoir ce qu'est un bon film pour vous. Ensuite, il y a les mathématiques. Les mathématiques, c'est la matière qui va permettre d'analyser ce que vous avez aimé dans le film. Ok, vous avez aimé ces 10 films, mais qu'est-ce qui vous a plu? C'est quoi les similarités? Est-ce que c'est parce que c'est des comédies? Est-ce que c'est parce que c'est drôle? Est-ce que c'est les acteurs? Donc en fait, c'est les mathématiques qui vont faire les liens pour comprendre vos préférences. Et ensuite, il y a l'informatique. L'informatique, c'est ce qui va rendre le tout possible. Parce que c'est très sympa d'avoir des données d'un côté et des modèles mathématiques faits par des mathématiciens dans un coin, mais c'est l'informatique qui va permettre de coder tout ça et de rendre le tout réel. Donc ça, c'est l'IA. Mais l'IA dont on entend parler aujourd'hui, ce n'est pas l'IA normale que je vous explique là.
c'est l'IA générative. Donc ChatGPT, tous ces trucs-là, les questions qu'on peut poser, etc. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et donc l'IA générative, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que l'IA. Donc elle va apprendre sur des grosses quantités de données. Mais en plus, ces IA génératives, elles vont être capables de générer du contenu nouveau. Donc par exemple, vous allez lui donner un article, elle va être capable de vous créer un résumé, mais qui ne sera pas du plagiat ou une copie. Ce sera vraiment un contenu complètement nouveau. Et finalement, si on a envie de comprendre comment ça marche, on peut le comprendre d'une façon très simple. Imagine, tu lis tous les soirs une histoire à un enfant. À un moment donné, il sera capable d'inventer sa propre histoire. Si tous les jours, vous lui montrez des photos d'un chat… Attendez, on a un souci. Ok. Donc c'est bon, Sandy, on t'écoute. Déjà, je précise de ce petit instant pour vous dire de ne pas hésiter à me poser des questions. C'est un sujet qui est très important, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui peut changer vos vies, vos pratiques, qui peut être aussi un élément très important à écrire sur votre CV. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Donc si vous avez des questions, profitez-en pour me les poser. OK ? Et donc je vous disais que l'IA générative, c'est que la même chose que par exemple, si tous les jours je montre à quelqu'un une photo d'un chat, un jour, on ne va pas être étonné qu'il prenne un dessin qui soit capable de faire un chat, qui sera son chat à lui. Ce ne sera pas exactement la photo ou l'image des 10 000 chats que je lui ai montré, mais il sera capable de faire le sien. C'est exactement comme ça pour les modèles d'IA générative. On leur a donné des millions de données sur des sujets différents, et donc, ils vont être donc le système d'IA va être capable de créer des éléments nouveaux. Juste pour info, ça c'est une image qui a été complètement générée par IA. Et donc, j'ai demandé, je veux une photo d'un enfant dans un environnement réel, il a dessiné un chat. Donc ça, c'est l'enfant de personne, c'est un enfant qui n'existe pas. OK ? Et donc maintenant, on va un peu parler des mythes. On va faire un peu les mythes et la réalité. Donc là, vous allez participer un petit peu avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? L'IA va remplacer les humains dans tous les emplois et dans tous les rôles. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai à main levée? Bon, c'est rassurant, OK. Donc non, évidemment, c'est faux. Pourquoi? D'abord, les jeux de données dont je vous parle, si plus personne ne fait rien, il n'y a plus de jeux de données. On ne peut plus apprendre sur des données. L'IA, elle n'apprend pas sur des données qu'elle crée elle-même. Elle apprend sur des données humaines. S'il n'y a plus de médecins pour faire les diagnostics médicaux, les IA ne vont plus pouvoir apprendre des médecins. Donc, de façon générale et dans tous les sujets, il faut qu'il y ait des données qui soient créées par les humains. Donc, il faut absolument que les humains aient une part, soient encore présents, réalisent des tâches, etc. pour que les systèmes d'IA puissent exister. Deuxièmement, il y a des éléments que l'IA ne pourra jamais reproduire, comme l'empathie, le leadership, la pensée critique, le jugement moral. L'IA n'est pas faite pour ça. Alors, pourquoi on se sert de l'IA? L'IA va être faite pour vous remplacer dans des tâches qui sont chronophages et répétitives. Donc, par exemple, vous allez peut-être être juriste demain, et en tant que juriste, vous allez devoir régulièrement faire de la veille juridique parce qu'il y a des lois qui vont changer, il y a des nouvelles réformes qui vont arriver. Et donc, ça va vous prendre beaucoup de temps, vous allez avoir beaucoup de sources différentes, etc. Et grâce à l'IA, vous allez pouvoir mettre des systèmes en place qui vous fait une veille juridique automatique et qui vous envoie, par exemple, tous les matins dans le domaine qui vous concerne, s'il s'est passé des choses que vous devez savoir. Et donc, vous allez pouvoir vous libérer ce temps-là que vous passiez à faire de la veille juridique. Et donc ça, dans plein de petits pans de votre job, de vos futurs jobs, vous allez pouvoir économiser un temps fou grâce à l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches qui sont récurrentes et qui vous prennent du temps. OK. À votre avis, est-ce que l'IA, elle peut remplacer le travail d'un juriste et d'un avocat ou d'un avocat? Non, heureusement. Sinon, vous ne seriez pas là. OK, bien sûr que non. L'IA, elle ne peut absolument pas remplacer le juriste et un avocat, mais je vais même dire plus loin, l'IA, elle ne va pas pouvoir vous apporter quoi que ce soit si vous n'êtes pas juriste ou avocat. Je précise, vous êtes juriste, vous avez, dans tout métier, et encore plus pour les métiers du droit, vous avez un langage métier bien à vous. Moi, mon mari est avocat, lorsque je l'entends discuter, je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Parce qu'il y a un vrai langage que vous apprenez à travers vos cours, etc., qui est propre à vous. Et en fait, l'IA, elle a besoin que la question soit posée par un professionnel du droit. Parce que si moi, je pose une question, ou si vous posez la question, on ne va pas la poser de la même manière, et moi, j'aurai un résultat qui sera beaucoup moins précis que le vôtre. OK, l'IA peut résoudre tous les problèmes. OK, ça c'est non aussi. Donc, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Alors, j'aimerais bien vous dire oui, parce que moi, je suis experte IA, ça me permettrait de vendre tout et n'importe quoi à tout le monde, mais ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai pour des raisons très claires. Déjà, il faut des données. Donc, s'il y a un sujet où il n'y a pas de données, c'est un nouveau sujet de sociétal, eh ben, on n'aura pas de données sur lesquelles faire apprendre nos systèmes d'IA et donc, du coup, on ne va pas pouvoir régler le problème. Deuxièmement, il faut une certaine régularité dans les données. Par exemple, je veux une IA qui réponde automatiquement à mes mails. Pour qu'elle soit performante et qu'elle réponde à vos mails, il faut que vous ayez des mails récurrents, que vous receviez généralement le même type de mail. Mais si vous allez avoir un nouveau mail, un mail auquel vous n'avez jamais répondu, et bien à ce moment-là, l'IA ne va pas trop savoir quoi lui répondre. Donc il faut absolument qu'il y ait une récurrence dans les données. Et ça, c'est la dernière et ma préférée, il ne faut pas faire confiance à l'IA. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est vrai? Ok. Alors, c'est vrai et c'est faux. Ok, donc là, alors surtout quand je parle à des juristes ou à des étudiants en droit, souvent on me répond vrai très vite. Hein. On me dit, voilà, vraiment, il ne faut pas lui faire confiance. D'ailleurs, il y a eu une histoire comme quoi il y a eu un avocat américain qui a plaidé avec de fausses jurisprudences qui avaient été données par ChatGPT, qui a eu une énorme amende et qui a même fait de la prison pour ça au tout début. Donc, je vais vous répondre, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai, mais aussi pourquoi c'est faux. Alors, c'est vrai parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais on dit que les IA, elles hallucinent. Quelqu'un a déjà entendu parler des hallucinations? Ok, c'est vrai. Les hallucinations de l'IA, ça veut dire que parfois, elles vont faire un mélange d'informations. Parce qu'en fait, elles ont tellement de données en mémoire que tout d'un coup, elles vont prendre des sources qui sont toutes bonnes, qui sont super, qui sont bien, qui sont référencées. Mais en fait, il va faire un mélange entre les différentes choses qu'il a lues pour sortir une réponse qui est complètement incohérente et donc fausse. Donc, c'est vrai. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que lorsqu'on sait utiliser l'IA, qu'on utilise les bonnes IA, qui sont liées à votre métier, dans lesquelles on a confiance, qui sont fiables et qu'on sait prompter, on va parler un petit peu plus tard du prompt engineering, donc de la conception de prompt, on va pouvoir supprimer à 100% les hallucinations des IA et donc leur faire confiance sans les yeux fermés. OK? Et donc, on va parler un petit peu des enjeux. Donc, moi, je ne suis pas très chiffre de façon générale, mais là, je vais vous les montrer parce que ça a été des chiffres qui ont été faits soit par McKinsey, soit par IBM, donc des enquêtes qui sont reconnues, et c'est des chiffres qui sont impressionnants. Donc, ça, c'est 3000 entreprises qui ont utilisé l'IA dans leur métier, et elles ont fait un gain de productivité de 87%, une réduction des tâches chronophages de 63% et une amélioration de la relation client de 58%. Dans aucune autre technologie, on a eu des chiffres aussi énormes. Ensuite, un autre chiffre qui dit que 77% des entreprises ont déjà adopté l'IA ou prévoient de le faire prochainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'il y a seulement 23% des entreprises, ça c'est une stat mondiale, qui ne le font pas. Donc c'est très peu. Deuxièmement, ça veut dire que ça va être une compétence requise dans votre avenir. On va vous demander est-ce que vous connaissez l'IA, est-ce que vous savez l'utiliser, comment vous l'utilisez. Ça va être demandé dans vos futurs jobs. Ensuite, on va parler un peu de la profession juridique. Et donc, il y a une enquête qui a été faite uniquement sur les professions juridiques et qui dit qu'il y a 44% des tâches juridiques qui pourraient être automatisées. Vous vous rendez compte? 44%. 44%, c'est 2 jours et demi par semaine. Donc, vous gagnerez 2 jours et demi par semaine. Donc, soit vous travaillez part-time, soit vous faites 2 fois plus de travail. OK? Et il y a 70% des professionnels du droit interrogés considèrent l'IA générative comme une aide significative. Vous vous rendez compte, le pas en avant? Je pense que s'il y a 3 ans, j'avais demandé à un juriste ou à un avocat ce qu'il pense de l'IA, il m'aurait dit alors jamais de la vie, je mettrai de l'IA dans mon entreprise. Aujourd'hui, tous les jours, je forme des cabinets d'avocats, des juristes, des professionnels du droit, aussi dans les entreprises, des RH, à utiliser l'IA. C'est devenu fondamental parce que les entreprises qui ne le font pas se font dépasser d'une manière tellement fulgurante par les autres qu'elles sont obligées de s'y mettre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, ça veut dire que l'IA fera partie intégrante de votre métier. Et ça veut dire aussi que ça va devenir un atout clé pour vous. Vous êtes jeune, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à prendre en main l'IA que les autres. Donc, quand vous allez venir en entretien et que vous allez dire « moi, je sais utiliser », d'abord, vous allez dire que vous connaissez les outils. Je connais LexisNexis, je connais Génial, que je vais vous présenter un petit peu après, qui sont vraiment les outils qui sont adaptés aux professions du droit. Je sais les utiliser, je sais comment il faut les faire marcher. Vous allez avoir un atout qui est fondamental
dans vos compétences. Et on va parler un petit peu des cas d'usage. Donc, il y a des millions de cas d'usage. Donc, je ne vais pas tous vous les lire, mais j'en ai sélectionné quelques-uns dont on va parler. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus après. Donc, déjà, l'automatisation de la recherche juridique. Vous avez sûrement des questions juridiques. Donc, vous vous posez des questions sur des sujets. Donc, déjà, utilisez l'IA pour automatiser cette recherche et trouver plus rapidement l'information. La rédaction assistée par l'IA, lorsque vous devez rédiger des contrats, structurer des mémoires, formuler des arguments, etc., vous allez pouvoir vous aider de l'IA pour être plus productif et aller plus vite. Création de synthèse et de résumés automatisés aussi. Parfois, on reçoit des dossiers clients qui sont des gros dossiers avec beaucoup de pièces différentes. On va pouvoir réunir ces pièces, les mettre dans une IA et pouvoir avoir un résumé très clair du dossier pour pouvoir aller plus vite. Il y a aussi la création de comptes rendus automatisés. Vous allez travailler en entreprise, vous allez voir qu'en entreprise, on fait beaucoup de réunions, qu'elles soient en visio ou en présentiel. Et donc, avant, on faisait des comptes rendus de réunions pour pouvoir dire qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les actions qui ont été mises en place. Là, vous allez avoir, grâce à des IA, des comptes rendus automatisés qui vont être présents, comme vous, pendant la réunion, et qui, à la fin de la réunion, vont faire le compte rendu et les envoyer aux parties prenantes. Et aussi, un élément qui est très important, c'est vous allez avoir un métier, mais de plus en plus, on doit avoir une présence sur les réseaux sociaux. On doit se vendre. C'est le meilleur moyen d'avoir un bon job derrière, de faire parler de vous, de parler des sujets qui sont importants pour vous, sur lesquels vous travaillez. Et ça, l'IA, elle va vous aider à rédiger ces contenus sur les réseaux sociaux, à rédiger des newsletters, à faire parler de vous. On n'est pas tous rédacteurs, on n'est pas tous journalistes, on ne sait pas tous écrire de la meilleure des manières pour se vendre. Et ça, l'IA, elle va pouvoir vous aider considérablement. Et donc moi, la vraie définition de l'IA pour moi, c'est la technologie qui, bien utilisée, augmente considérablement votre productivité et vos capacités à moindre coût. Et donc, on va passer à l'IA dans la pratique du droit. Et donc, je vais vous présenter tous ces outils-là. Okay, il y en a certains qu'on va présenter très rapidement, d'autres sur lesquels on va passer un peu de temps. Et donc, je vais déjà vous présenter les outils généralistes. Donc, le plus connu, GPT. Donc, il n'y avait pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà utilisé GPT? Ok, cool, trop bien. Donc, il y a aussi Copilot, Gemini, Claude, Perplexity. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà utilisé les autres? Ok, pas mal. Je vais vous présenter également des outils juridiques. Donc ça, c'est des outils… Alors, qu'est-ce que c'est des outils juridiques? C'est toujours des IA, des systèmes d'IA. Parfois, c'est même les mêmes systèmes d'IA que les outils généralistes, mais ils ont été maîtrisés. Ils ne se basent que sur des sources dans lesquelles on peut avoir confiance. Lefebvre Dalloz, Légifrance, les codes, etc. Donc là, on va avoir beaucoup plus confiance en l'IA et donc on ne va plus pouvoir dire « moi, je n'ai pas confiance dans le système ». On va pouvoir faire 100% confiance au système. Et donc là, je vais vous présenter Ordaly, JPintelligence, Génial et LexisNexis. Et ensuite, je vais vous présenter quelques autres, notamment Gamma et Midjourney, qui sont sur l'image et la présentation. Et on va commencer tout de suite. Donc, les outils généralistes. Donc, ils ont un petit peu tous la même façon de fonctionner. On leur pose une question, ils nous répondent. Okay, donc là, juste pour que vous sachiez un petit peu la différence entre tous, je vous ai fait un exemple où j'ai dit « Peux-tu me faire le résumé de cet article ?» Et j'ai mis l'article. Déjà, il faut savoir que c'est un très mauvais prompt. Ça, on le verra plus tard. C'est une très mauvaise… lorsque je dis prompt, c'est une requête, une demande que je fais à GPT. Okay, c'est une très mauvaise demande. Et donc là, je l'ai demandé à ces différents outils. Et ce qu'on voit, c'est d'abord que GPT, ici, il va me faire un résumé. Donc, vous ne le lisez pas de si loin, mais il est très bien, le résumé, mais il va être naturellement concis. Pourquoi? Parce que GPT, si on ne lui demande pas de me faire un résumé long, consistant, avec du détail, naturellement, ils vont vouloir dépenser moins d'argent pour vous et donc ils vont faire le résumé le plus court possible. Pareil pour Gemini. Ensuite, on va avoir Perplexity. Perplexity, outil qui est très intéressant parce que déjà, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il m'a fait un résumé qui est beaucoup plus costaud avec des parties, des sous-parties et aussi des questions qui sont reliées à ma question, qui vont me permettre de lire d'autres choses, d'avoir de nouveaux articles avec toutes les sources qui sont automatiquement citées, etc. Mais Perplexity, sa grande force, c'est sur la recherche sur le web. Lorsque vous cherchez une information sur le web, Perplexity, c'est le meilleur. Et il est vraiment en train de prendre des parts de marché à Google. On dit même que ça va être le nouveau moteur de recherche de demain. Donc ça, c'est pour Perplexity. Et enfin, il y a Claude. Donc Claude, là, il me répond qu'il n'ira pas chercher sur Internet parce que Claude, c'est un modèle éthique qui fait très attention à ce qu'il ingère comme données.
Et donc, du coup, c'est les fondateurs qui, eux, vont aller choisir une par une les données qu'ils vont ingérer. Et donc, il ne va pas vous répondre en allant chercher sur le web. OK ? Et là, je vous présente un outil qui s'appelle UpMeet. Donc ça, c'est pour les comptes rendus de réunion. UpMeet, c'est un outil tierce. On le plug à notre Teams, à notre téléphone, à ce qu'on veut. Et on va pouvoir le lancer en pleine réunion. Et à la fin, il va non seulement vous donner le transcript de la réunion, mais il va également vous faire un compte rendu qui est très détaillé. Donc là, je vous ai mis un exemple de compte rendu d'une de mes réunions. Donc on va avoir les différents sujets et les actions à suivre à la fin. Il est bien meilleur que celui que j'aurais fait moi-même. Et ensuite, on va passer aux outils juridiques. Donc le premier que je vous présente, c'est Ordali. Donc Ordali, c'est une intelligence artificielle française qui est dédiée au domaine juridique et qui va vous permettre de faire 3 actions différentes. La première, c'est de la recherche juridique, donc lorsque vous avez une question. La deuxième, ça va être la rédaction de documents, donc vous aider à créer des documents juridiques qui sont personnalisés, comme des contrats, en quelques clics. Et la troisième, c'est l'analyse et la synthèse. Donc là, c'est quand vous allez lui donner vos documents juridiques, elle va être capable de vous sortir les éléments qui sont importants et à retenir de ces documents-là. Et donc, elle va respecter. Et donc, pourquoi on dit que c'est un bon outil pour les pratiques du droit? C'est parce qu'elle va respecter aussi des normes comme la RGPD, l'ISO 27001, l'IA Act, dont on va parler après, qui sont les régulations qui ont été demandées en Europe et notamment en France. Et donc, voilà comment ça se présente. Et si vous voulez, on va faire un petit test. Non, celui-ci, je vais vous le montrer. OK. Donc là, j'ai fait un petit test pour vous expliquer. Donc moi, je ne suis pas du tout avocate, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne connais pas le domaine du droit. Donc j'ai trouvé un template de contrat de prestation de service sur Internet. Je l'ai mis dans Ordali et je lui ai dit, je veux rédiger un contrat de prestation pour une entreprise dans le consulting en technologie de l'information. Ce contrat spécifiera les détails des services fournis, incluant l'audit des systèmes existants, le développement des solutions personnalisées et la formation du personnel. Il définira également les modalités de paiement, les délais de livraison, les garanties de service et les clauses de confidentialité pour protéger les deux parties. J'envoie ça dans Ordali et ils m'ont rédigé un premier jet de contrat. Le premier jet de contrat respecte à 100% ce que je lui ai demandé, donc les différentes sections. Mais j'aurais pu aller encore plus loin, j'aurais pu lui dire la boîte, c'est l'Institut supérieur du droit, avec son adresse, et ils allaient aller tout seuls chercher des informations sur l'Institut supérieur du droit et pouvoir me rédiger un contrat de prestation qui soit encore plus personnalisé et qui soit directement lié à ce que je veux faire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de relire? Absolument pas. On relit. Bien sûr, on relit. D'ailleurs, je le dis souvent, on est très exigeant avec les IA, beaucoup plus exigeant qu'on le serait avec quelqu'un qui travaille avec nous. On va se dire, ah bah voilà, là ils font une petite erreur, bon bah c'est nul, je ne l'utilise plus. Bien sûr que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire, ok, ça m'a fait économiser un temps fou. J'ai un contrat qui est fait avec 97% des informations qui sont bonnes. Ce n'est pas grave si j'ai à modifier les 3% restants. Ok ? Ensuite, il y a LexisNexis. Donc, c'est un outil de LexBase. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil juridique très connu. Et donc, là, de la même manière qu'Ordali, vous allez poser une question, rédiger un texte, pouvoir résumer une décision. Donc, c'est un autre outil qui ressemble à Ordali. Le troisième, c'est JP Intelligence. Et JP Intelligence, lui, il va seulement vous donner les jurisprudences. Donc, vous allez lui expliquer votre cas et il va vous sortir toutes les jurisprudences, les dernières jurisprudences qui sont liées à votre cas. Et enfin, le dernier, là, je vais m'attarder un petit peu sur celui-ci parce que c'est mon préféré. Alors, il se nomme Génial. C'est celui qui a été créé par Lefebvre Dalloz. Il est aussi promu par le barreau de Paris, puisque le barreau de Paris le donne gratuitement aux avocats qui sont indépendants ou à des cabinets de moins de 2 avocats. Donc, déjà, pour vous dire comment on peut avoir confiance. Si le barreau de Paris le donne entre les mains des avocats et des professionnels du droit, c'est parce que, ils veulent qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Le barreau de Paris pousse les avocats à utiliser l'intelligence artificielle, ce qui est incroyable. Et la deuxième chose, c'est parce qu'elle fait 100% confiance à Génial. Pourquoi on peut faire 100% confiance à Génial? C'est parce qu'elle ne se base uniquement que sur la Bible de la profession juridique qui est Lefebvre Dalloz. Et lorsqu'on ne se base que sur Lefebvre Dalloz, clairement, on ne peut pas faire beaucoup d'erreurs. OK? Et donc, on va pouvoir avoir... Alors, c'est un outil qui est fait pour la recherche juridique, uniquement. Mais on va le tester ensemble pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble.
Et donc, je me suis connectée à Génial. Et je crois que j'avais aussi... Une seconde. Ok. Donc là, on est sur Génial. Donc vous voyez l'interface, elle est simple. Vous pouvez poser une question ici exactement de la même manière que sur GPT. Et vous allez avoir 6 sections en dessous. Ah, j'arrive pas à aller en dessous. Ok, bon, on va les voir en live. Voilà. C'est payant, j'imagine. C'est très cher. Alors, c'est incroyable. Alors, c'est payant. Ouais. Alors, sachez que pour les cabinets d'avocats ou pour les professions juridiques, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Tous les outils coûtent 20 $, mais les outils pour les professionnels du droit, ils sont à 250 $ par personne. Cependant, donc ça, on se le dit un petit peu en off, une licence, on peut travailler à 50 dessus. Donc aujourd'hui, quand je vais dans un cabinet d'avocats, elles en prennent 4-5 pour 30 personnes. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'équiper quasiment tous les cabinets d'avocats de Génial. Et donc, il va y avoir 6 sections. On va poser une question. Il va y avoir une section, c'est 250 € par personne par mois. Et les cabinets d'avocats pour qui le barreau de Paris les donne, c'est uniquement les avocats du barreau de Paris ou est-ce que ça marche pour le barreau? Non. C'était à Paris avec le Pierre Hoffman qui a accordé ça le bâtonnier de Paris. Oui. Peut-être qu'il y a ailleurs aussi. Peut-être qu'il y a ailleurs aussi, mais moi j'ai entendu que c'était vraiment le barreau de Paris qui le donne aux petits cabinets d'avocats, ce qu'ils considèrent c'est indépendant ou 2 personnes. Mais de Paris. Yes. Et donc du coup, il y a, une fois qu'on pose une question, on va en poser une ensemble, hein, il y a 6 types de réponses. La première, ça va être la synthèse, donc la réponse à votre question de manière synthétique. La deuxième chose, ça va être les cas d'usage. On va vous sortir tous les cas des différentes nuances qui sont reliées à votre cas, qui pourraient être intéressants pour vous. La troisième chose, ça va être le langage courant. Parfois, c'est une question client, vous allez lire la réponse, mais elle sera indigeste pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc du coup, on va vous traduire cette réponse en langage courant que vous allez pouvoir directement donner au client qui lui va pouvoir donc comprendre la réponse. Vous allez avoir les questions associées. Donc, ok, vous avez posé cette question, ils vont vous sortir la liste de questions qui sont associées à votre question et qui seraient intéressantes de lire également. On va vous donner également, évidemment, tous les fondements juridiques, donc les lois, les jurisprudences, les textes, les sources en réalité de la réponse. Et les points de vigilance, qui est en fait la liste de points, pour lesquels vous devez faire attention et à prendre en considération pour sécuriser votre analyse. Ok ? On va poser une question ensemble. Donc moi, j'en ai choisi une complètement au hasard et je ne l'ai jamais testée. Hein. Donc c'est vraiment du live. Donc c'est quels sont les critères exacts, on va mettre en grand, quels sont les critères exacts pour caractériser un harcèlement moral au travail. On envoie. Ah, je dois me reconnecter. Une seconde. On ne sait pas si ça marche, ça marche. Vraiment. Non, Ah oui. Je disais, Arnaud est avocat et je disais, mais ça te refait une vie, quoi. Ah, c'est une révolution. Hein. C'est vraiment une révolution. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est l'outil qui a convaincu les avocats, parce que ça a été très dur de les convaincre. Mais ça, c'est l'outil qui vraiment fait une différence. J'ai essayé de faire des conclusions des destinations en divorce sur ChatGPT, ça ne marche pas du tout. Non. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Mais ça doit marcher un petit peu, en réalité. Mais en fait, pour que ça marche... Mais tout ça, on a besoin de trop de temps de correction par rapport au modèle qu'on avait déjà. Yes. Donc ça, on va en parler un petit peu après. Mais en réalité, on peut faire de très belles choses avec GPT. Mais ça va demander un peu de travail. Oui ? Pour un étudiant en droit comme nous qui souhaiterait réviser, Ouais. vous recommandez quel IA Alors, qui souhaite réviser. Donc, qui souhaite se préparer à des examens. Alors, déjà, il y a 2 manières. Il y a des outils. Il y a un outil qui s'appelle Eleven, que je ne présente pas aujourd'hui, mais qui est un outil qui vous fait des fiches. Donc, vous allez pouvoir mettre des cours qui vous sort les fiches et les éléments intéressants. OK ? C'est la meilleure manière. Déjà, ça va permettre de rendre vos cours, qui sont assez consistants, beaucoup plus concis et d'en tirer les éléments.
Ensuite, il y a des outils aussi où vous mettez votre cours et ils vous le transforment en quiz automatiquement. Et donc, ça vous fait des quiz, qui fait que vous faites des quiz, vous répondez à des questions, mais à un moment, vous êtes prêt pour le contrôle et c'est une manière plus ludique de réviser. Moi, le truc, c'est plutôt, par exemple, moi, je sais que pour réviser, par exemple, je prends un contrôle, je réponds aux questions. Est-ce qu'il y a justement une IA à laquelle je pourrais donner ce contrôle-là et me dire si mes réponses sont bonnes ou mauvaises, et me suggérer une réponse qui pourrait... Complètement. Alors justement, donc ChatGPT, c'est ChatGPT qui va te permettre de faire ça, mais on va voir comment faire pour que ChatGPT, ça soit pas bullshit. Ok ? Il y a des manières de faire en sorte que GPT, ce soit l'outil le plus puissant de la Terre. Donc ça, on va en parler un petit peu après, et ça va être dans la conception de prompt. Quand vous allez voir, vous allez savoir comment concevoir un prompt, et bien à ce moment-là, vous aurez confiance en GPT et vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie. Ok ? Donc là, je reprends, ça y est, je me suis connectée. Et donc, je vais reprendre ma question et on va voir la réponse. Ok. En plus, Amandine, c'est ta matière, le droit du travail, non ? Ouais. Ok. Et donc là, vous allez avoir les critères exacts pour caractériser un harcèlement moral. Donc vous allez avoir déjà une petite explication. Vous allez avoir donc les agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, l'absence de justification légitime, l'impact sur la victime, etc. Donc ils vont vraiment vous répondre. À la fin de chaque critère, vous allez avoir ici les sources. Donc là, c'est voilà, contrat de travail, répertoire du droit du travail, harcèlement moral, feuillet rapide fiscal, etc. Donc là, vous allez vraiment avoir toutes les sources qui y sont liées. Et en dessous, à côté, vous allez avoir les différentes sections dont je vous ai parlé. Donc les questions associées. Donc quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral au travail selon le code du travail? Donc là, c'est une autre question. Donc en fait, on va vous mettre une liste de questions qui ne sont pas exactement celles que vous avez posées, mais qui peuvent être reliées et intéressantes dans votre recherche. Donc, quel type de preuves sont nécessaires pour établir un harcèlement moral? L'intention malveillante de l'auteur est-elle nécessaire pour caractériser un harcèlement moral? Comment le juge apprécie-t-elle l'effet des harcèlements moral, etc. Donc ça va être les questions qui sont liées. Attendez, ça bug. Alors. Ah voilà. Ouh là là. Et là, il va y avoir le langage courant. Donc là, du coup, vous allez devoir répondre à un client qui vous pose une question et ça va être écrit d'une manière beaucoup plus digeste. Pour qu'il y ait un harcèlement moral au travail, il faut des ajustements répétés qui entraînent une dégradation des conditions de travail. Ces agissements doivent être susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces trois conséquences sont alternatives, pas cumulatives. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de nuire. Seul l'effet des actes compte. Les faits doivent être précis, concordants et établis dans leur ensemble. Un simple conflit ou des tensions ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral. Ok ? Ensuite, il y a les fondements juridiques. Et donc là, ils vont vous sortir vraiment tout le cadre législatif et réglementaire, donc les différents articles du Code du travail. Voilà, donc là, vous en avez 2, 3, le Code pénal. Et les jurisprudences. Et en plus, c'est à une rapidité qui est déconcertante. Directives et règlements européens. Mince, ça fait un peu bugger mon ordi. On va attendre que ça débug. Ok. Et donc, vous allez avoir également les cas d'usage que je vais vous présenter. Pour vous voir. Alors là, c'est toujours sous forme de tableau. Et ils vont vous donner des cas pratiques, donc des mises en situation. Pourquoi? Pour que vous reconnaissiez à quel cas pratique vous, c'est lié. Et donc, ça va être encore plus précis en disant, OK, bah moi, je me situe là, donc c'est exactement ça la réponse. OK? Donc là, vous allez avoir différents cas pratiques et les points de vigilance, où là, ils vont vous faire toute la liste des points de vigilance sur lesquels vous allez devoir porter une attention particulière pour aller plus loin dans le dossier.
Donc, je vais revenir à la formation. Mais donc, il faut comprendre que cet outil, c'est une révolution dans la pratique du Il droit. faut quand même comprendre que nous, à l'époque, et même récemment, quand on veut trouver et chercher une info, on n'avait pas ça. Hein. On prenait le code, on allait dans les bouquins, on cherchait la jurisprudence, on allait à la bibliothèque de l'or pour trouver l'arrêt qu'on n'avait pas trouvé. Enfin, c'est une révolution, quoi, faut comprendre. Moi, Amandine, pendant des années, je t'ai entendu me dire je suis à la bibliothèque. Mais oui. C'est vrai. Aujourd'hui, avec des outils comme ça, on ne va plus à la bibliothèque. Nos boss, ils nous envoyaient, je me souviens, ma boss en cabinet, elle m'envoyait à la bibliothèque de l'or pour trouver un arrêt qu'il n'y avait pas dans les... tu sais, tu avais aussi les classeurs de jurisprudence. Et les feuillets qu'on Et les réactualisait. feuillets, ah non, mais c'était... Donc là, c'est vraiment une... Et d'ailleurs, on le sent vraiment, puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les cabinets d'avocats demandent à avoir. Alors que moi, quand j'ai commencé, il y a 6 ans maintenant, mais on n'avait pas un cabinet d'avocats comme client. Les cabinets d'avocats, ils étaient loin de moi l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde veut s'y mettre. Et donc là, je vais vous présenter d'autres outils qui n'ont un peu rien à voir, mais qui sont connus. Et donc, c'était important pour moi de vous montrer. Donc, c'est la génération d'images. Je vous le montre aussi parce qu'après, on va parler un petit peu des droits d'auteur et de propriété intellectuelle sur ces images. Donc, il y a 3 types d'outils les plus connus. Le premier, c'est Midjourney, qui est donc l'outil le plus connu. Et juste pour vous dire, il est vraiment très fort, à la fois pour créer des images très réalistes, mais aussi pour créer des images de science-fiction. Et donc là, par exemple, je lui ai dit, donne-moi une photo réelle d'un énorme monstre qui a été, un monstre des mers qui a été attrapé sur le pont d'un bateau. Et vous voyez que c'est déjà abracadabrant ce que je demande. Et pourtant, franchement, la photo, le monstre des mers, j'aurais pas pu l'imaginer plus que comme ça. Je l'ai trouvé dingue. Donc ça, vraiment, c'est incroyable. On peut vraiment réaliser n'importe quel type d'image. Donc des fois, on veut illustrer un article ou illustrer une pensée aussi. On a envie de pouvoir vraiment la mettre sur une image. On peut aussi faire des schémas pour pouvoir illustrer des idées. Et donc ça, il y a des outils qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Et il y en a d'autres. Il y a Flux. Alors, je vous le montre, Flux, il va être 100% gratuit, alors que Midjourney, c'est, je crois, 10 € par mois ou 15 € par mois. 100% gratuit, mais il va être beaucoup moins bon sur les images qui sont de science-fiction. Là, vous voyez, je lui ai demandé la même chose. On voit que c'est loin un peu pour vous. Je vais voir si je ne peux pas vous le zoomer un petit peu. Si. Vous voyez, c'est beaucoup moins réaliste. OK ? Par contre, Remonte-nous l'autre, Sandy. l'autre, Le monstre des mers, là. vous le voyez là-haut, j'arrive pas à le zoomer plus. Je suis au max. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ah ouais. Mais par contre, si je lui demande un truc simple, je veux un docteur qui mange un plat de spaghettis, il va me faire une très bonne photo d'un docteur qui mange un plat de spaghettis. Sauf qu'il lui a mis un masque et pas très intelligent quand on est en train de déjeuner. Mais à part ça, c'est franchement pas mal. OK ? Et le troisième que j'aime beaucoup, c'est Dall-E. Alors, je l'aime beaucoup pour des raisons très différentes. Donc, il va être moins bon que les autres, un petit peu sur tout. Mais par contre, Dall-E, on va vraiment pouvoir lui dire « illustre-moi ». Donc, on ne va pas être obligé de lui dire « je veux une image avec… 4 personnes qui sont habillées en rose et qui font un défilé de mode. Je ne vais pas avoir besoin de lui donner d'informations, mais je vais pouvoir lui donner simplement un article. Donc là, par exemple, je lui ai donné un article qui parlait du fait que j'étais allée à la rencontre de chefs de dirigeants pour leur parler d'intelligence artificielle et je lui ai dit, s'il te plaît, illustre-moi cet article. Et il a réussi. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite parce qu'il m'a fait une image qui est super simple, d'une sorte d'IA qui serre la main à un dirigeant d'entreprise qui est en costume. Et donc finalement, ça a illustré parfaitement l'article que je voulais illustrer. Oui ? Juste pour revenir à Génial, ça marche uniquement en France ou ça pourrait être exporté à d'autres pays? En fait, Dalloz le fait, c'est uniquement sur le droit français, non ? C'est ouais. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est en France. Pour l'instant, c'est en France, d'abord parce que le droit est très différent dans les autres pays et aussi les régulations ne sont pas pareilles, etc. Donc là, pour l'instant, en tout cas, Génial, ça se base uniquement sur le droit français. OK ? Oui. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'une IA peut être plus performante que l'autre. Est-ce que ce sont les données ou c'est juste l'investissement qui fait? Non. Alors en fait, les IA, je vais être honnête, elles sont toutes performantes aujourd'hui, mais chacune d'entre elles a sa particularité. Génial, elle va être très forte dans la recherche juridique. Donc elle va vraiment, le but c'est d'aller chercher et vous trouver la bonne information, l'information dont vous avez besoin. GPT, ça va être un outil généraliste qui va faire beaucoup plus que de la recherche. Il va pouvoir faire de la création, il va pouvoir vous aider à faire des automatisations aussi. Donc en fait, chacun a ses particularités et le mieux, c'est d'en tester quelques-unes et de se dire « Ok, moi c'est de celle-là dont j'ai besoin ».
Donc, mais la performance, elle va dépendre de la tâche que vous lui demandez, également du modèle qui est derrière et des données sur lesquelles elles sont entraînées. Donc, ça va être beaucoup de choses, mais c'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, tous les outils ont une version gratuite. Donc, il faut essayer d'aller tester, regarder les différents outils, de se dire, OK, bah, celui-là, je vais l'utiliser parce que c'est celui avec lequel je me sens le mieux. OK ? Et donc là, juste pour vous montrer d'autres exemples qui sont intéressants, le premier, c'est Undies. Donc Undies, c'est une très grande marque de maillots de bain, de pyjamas, etc. Vous la connaissez ? Oui. OK. Lorsqu'une entreprise comme Undies fait une publicité, ça coûte énormément d'argent. Énormément. Il faut trouver un lieu. Il faut des mannequins, il faut des photographes, il faut des caméramans, il faut un staff, il faut des maquilleuses. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est des budgets qui sont astronomiques, les budgets de publicité. Undies, cette année, a décidé de couper son budget de publicité en tentant de faire une publicité qui est générée par IA. Donc, elle ne l'a pas fait tout seul dans un coin avec un petit stagiaire qui bidouille sur 1000 journées. Elle a pris une agence spécialisée, mais elle a divisé facilement ses coûts par 100. Et donc, voilà la publicité qui est honorable en réalité. Donc, elle a donné ses maillots à l'IA et elle lui a dit, voilà, moi, je veux des mannequins sous l'eau, etc. Et donc, elle a fait toute sa publicité. Et donc, la seule chose qu'on voit, c'est… Alors, on va parler un petit peu des droits, mais donc, les droits n'appartiennent… alors, en France, les droits d'auteur, on va en parler un petit peu après, mais ils sont associés à une création humaine. OK ? Donc là, on a du mal à protéger juridiquement. Mince, j'ai fini les filles sur le micro, je crois. Comment ça s'appelle, Sandy ? Redonne-nous le nom du logiciel. Ça s'appelle Mid-Journée. Du coup, c'est lequel ? C'est celui-là. Attends, je veux juste… Non, ça devrait être bon. OK. Et donc, on va parler un petit peu des droits derrière, mais en France, le droit d'auteur, c'est lié à une création humaine. Donc, du coup, elle appartient un petit peu à personne. Mais on peut demander à protéger juridiquement sa publicité, par exemple pour Undies, lorsqu'on est capable de dire qu'elle a été énormément influencée par l'entreprise ou sa personnalité, etc. Donc là, il y a le logo d'Undies. On est vraiment dans l'univers, il y a les maillots d'Undies, donc ils ont été capables de protéger juridiquement leur publicité. Mais par contre, ils sont obligés de spécifier que c'est généré par IA. Alors c'est écrit en tout petit en blanc à droite, donc personne ne le voit jamais, mais ça a été généré par IA. Donc ça, c'était mon premier exemple. Ensuite, il y a deux autres exemples. Alors ça, c'est des exemples qui sont un peu différents. Le premier, c'est Becherel, parce que Becherel, vous savez, Becherel, c'est là où on voit l'orthographe, la grammaire, etc. Ils ont pris une énorme claque avec l'arrivée de l'IA. On ne va plus acheter un Becherel lorsqu'on a ChatGPT qui peut corriger tout et n'importe quoi. Et donc, se sont servis de ça pour faire une publicité qui a marché, qui a été un tonnerre pour eux. Il y a eu un énorme nombre d'achats Becherel après cette pub. Et donc, en fait, c'est une image. Donc là, vous voyez l'image. Et en fait, on voit, c'est l'environnement mi-journée. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui écrit « Je souhaite un enfant jouant avec un cerf, C-E-R-F, donc l'animal, volant ». Et en fait, on voit l'image, c'est un enfant qui joue avec un cerf volant. Et ils disent, grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des images avec des mots, encore faut-il avoir les bons. Donc voilà. Donc il y a eu vraiment il y a eu beaucoup de parents qui se sont dit, je vais aller racheter un Becherel à mes enfants, ça ne va pas leur faire de mal. Donc voilà. Et la troisième, c'est une campagne de notoriété qui a été également un carton au niveau de la notoriété parce qu'elle a tourné partout dans le monde. C'est Heinz. Donc Heinz, vous connaissez, c'est les ketchup. OK ? Et en fait, ils ont demandé aux intelligences artificielles, donne-moi l'image d'un ketchup. Et en fait, les 3 images qui sont sorties sont des images avec le logo Heinz. Et en fait, ils ont montré que le ketchup, c'est eux. Voilà. Le ketchup, vous demandez à n'importe quelle IA, donne-moi une photo d'un ketchup, elles vont vous sortir un ketchup Heinz. Donc ça a été une énorme campagne également. OK. Et on va avancer un petit peu et je vais vous faire un petit exemple. Je vais faire 2 petits exemples, mais déjà le suivant, je vais vous montrer une autre IA. Donc cette fois, ce n'est pas pour la génération d'images, c'est pour la création de présentations. Quel que soit votre métier dans le futur, vous allez devoir faire des présentations. Soit pour présenter vos projets à vos supérieurs, soit pour présenter vos projets à vos clients, soit pour faire en cours, aujourd'hui, vous faites des présentations, OK ? Pour présenter votre travail, pour présenter vos projets.
Ça prend du temps, parfois on est doué, parfois on l'est moins. Et donc, je vais vous donner un petit exemple d'un outil que je trouve ultra intéressant qui s'appelle gamma.app. Et on va faire le test ensemble. Donc, je crois que je l'avais ouvert, mais pas sûr. Ok, on va l'ouvrir. Ah, je crois que c'est ça. Ok. Ok. Et donc là, je suis sur gamma.app et je vais lui donner un truc que j'ai trouvé au hasard sur le web, mais qui est une... Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une analyse de marché sur le secteur du luxe. Ok ? Je l'ai trouvé sur Internet. Donc voilà, disons que vous l'avez trouvé ou vous l'avez faite, cette analyse de marché, et que vous voulez la transformer en une jolie présentation. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va dire qu'on veut importer un fichier. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Gamma, Comment Gamma, G-A-2-M-A, .app, A2P. Et donc là, je vais lui mettre les chiffres du luxe. Ok. Je vais lui demander de me générer une présentation. On va faire continuer. Donc là, il va me dire, est-ce que c'est bien ton fichier? Oui, ok. Continuer. Et donc là, il va me demander de choisir un thème. Donc soit je choisis un thème ici, soit je lui intègre par exemple le masque de mon entreprise, etc., mes couleurs, ma charte graphique, etc. Donc là, pour le test, on va choisir un thème au hasard. Ok ? Je vais dire générer. On va le laisser générer tranquillement. Ok. C'est pas l'outil qui bug, c'est mon ordi. Ok, et donc là, il m'a généré une présentation qui est très jolie. Bon, après, c'est le thème, on l'aime ou on l'aime pas. Avec une introduction. On va passer sur toutes les cartes rapidement. Donc avec des points, des sous-points. Que des images qui sont des images. Donc là, c'est le marché du luxe, donc ils me mettent des images de défilés, etc., qui sont en lien avec ce que je raconte. Il va y avoir voilà, donc des petits icônes pour rendre la présentation plus ludique. On va avoir aussi des frises de croissance, etc. Donc là, vous voyez qu'en une seconde, ils m'ont créé une présentation qui est franchement belle. Et donc ça, c'est un outil que moi, j'utilise au quotidien. Voilà, que j'utilise au quotidien et que je vous invite vraiment à aller tester. En plus, il y a une version gratuite avec, je crois, un très grand nombre de crédits, donc on peut vraiment commencer à la tester sans payer. Ok. Et si vous voulez, on va faire avant de passer à la suite, on va juste faire un petit test ensemble sur Midjourney. Donc déjà, ah mince, je peux pas créer. Ah, je crois qu'on va pas pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave. Ok. Et donc, on va avancer un petit peu. Donc là, jusqu'à maintenant, vous avez mieux compris ce que c'est que l'IA, vous avez compris ce que c'est que l'IA générative, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché, notamment dans la pratique du droit. Donc aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire, je vous ai laissé le dire et vous aviez raison au début, mais on ne peut plus vraiment dire je n'utilise pas l'IA parce que je n'ai pas confiance en l'IA, parce que c'est une mauvaise façon de raisonner. Aujourd'hui, de toute façon, maintenant que vous avez vu qu'il y a 77% des entreprises qui se mettent à l'IA, celui qui dit moi je suis réticent à l'IA, il va être en marge des différents jobs, en marge, il va vraiment être en retard en fait. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a de telles augmentations de productivité et de résultats considérables grâce à l'IA que si on ne s'y met pas, on va se retrouver vraiment dans le passé. D'un jour à l'autre, on va se retrouver dans le passé. L'année 2024, ça a été déjà un énorme pas en avant, mais l'année 2025, elle va être folle.
je pense qu'à la fin de l'année suivante, il n'y aura pas un cabinet d'avocats qui n'aura pas ces pratiques-là. Et les entreprises également, parce que moi, je vois énormément d'entreprises, notamment, par exemple, vous, en général, ils ont souvent des profils juridiques, les départements RH. Elles sont équipées également de beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Mais je vous parlais aussi de conception de prompt. Donc aujourd'hui, comment vous utilisez GPT, chacun dans votre petit coin, sans vous juger, mais je vais vous juger un petit peu, vous les utilisez super mal. Ok ? Super mal parce qu'on ne doit pas poser une petite question comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que c'est des outils informatiques. Donc nous, j'avais fait un post sur LinkedIn qui disait « Parle pas à GPT comme à ton pote ». Mais c'est la vérité, on ne peut pas parler à GPT comme à son pote, pas parce que c'est mal poli, mais parce que derrière, il y a un algorithme d'intelligence. En fait, c'est de l'informatique. Et donc, lui, il demande à ce que vous respectiez certaines normes pour mieux comprendre ce qui lui est demandé. OK ? On ne va pas pouvoir faire un cours de prompt engineering ensemble, mais donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. On ne va pas pouvoir faire un cours ensemble. Ça, c'est vraiment... Moi, quand je réalise des formations, je passe quasiment une demi-journée, voire une journée, que sur la conception de prompt. Parce qu'il y a vraiment des choses à comprendre et à savoir. Mais je veux un peu vous comparer des bons prompts avec des mauvais prompts et on va en tester quelques-uns sur GPT. Donc là, par exemple, je lui dis « Donne-moi les dernières actualités juridiques ». Quelqu'un qui n'est pas initié, il va demander ça à GPT. C'est pas du tout comme ça qu'il faut lui demander. Pas du tout. Donc déjà, il va falloir, là vous voyez, ça c'est le bon prompt qu'on va lire ensemble. Mais ce que vous devez voir, c'est que déjà, moi je lui mets des double hashtag rôle, double hashtag mission. Ça, il faut les mettre dans le prompt. En fait, on doit lui donner des titres. Parce qu'en fait, lui, ça lui permet de structurer son esprit. Là, tu es en train de me donner le rôle. Après, tu es en train de me donner la mission. Ensuite, tu es en train de me donner le contexte. Donc, il a besoin d'avoir vraiment une structure très précise. Donc là, je vais lui dire, en rôle, mets-toi dans la peau d'un expert en veille juridique, en veille d'actualité juridique. Je ne lui dis pas, mets-toi dans la peau d'un juriste ou mets-toi dans la peau d'un avocat. Je lui dis, mets-toi dans la peau d'un expert en veille juridique. Donc, j'ai été très précis sur son rôle. Donc ça, c'est vraiment lui donner son métier. C'est quoi ton métier ? Ton métier, c'est d'être expert en recherche juridique. Notez, c'est très important ce qu'elle nous dit. Ok ? Ça va vous aider dans tout dans la vie là. Donc le rôle. Complètement. Ensuite, il y a la mission. Donc la mission, oui. On lui dit interprète un rôle comme si tu étais. On lui dit vraiment, on met vraiment rôle comme ça et on lui dit, tu te mets dans le rôle d'un expert en actualité juridique. Ça peut être un bibliothécaire, ça peut être. Ça peut être n'importe quoi. Et le double hashtag, ça sert à quoi ? Alors le double hashtag, on peut mettre double ou triple hashtag. C'est pour lui annoncer que là, c'est pas vraiment dans le texte, c'est un titre. Voilà, c'est pour lui dire, je suis en train de te donner un titre, donc le prends pas en compte, prends-le en compte vraiment pour te structurer. Ok ? Donc mets-toi dans la peau d'un expert, mais ça peut être mets-toi dans la peau d'un développeur en intelligence artificielle, mets-toi dans la peau d'un médecin dermatologue, mets-toi dans la peau d'un community manager. Et moi, pour vous dire, j'ai une boîte, on est seulement 5 dans ma boîte. Et souvent, on me dit, mais comment tu arrives à faire autant de choses alors que vous êtes 5 ? Mais moi, j'ai l'impression qu'on est 100 dans ma boîte. J'ai l'impression que j'ai un pôle de communication, que j'ai un pôle marketing, j'ai un pôle de commerciaux, parce qu'en fait, j'ai créé plein de petits GPT, plein de petits agents qui sont chacun spécialisés dans leur domaine et qui m'apportent toutes les réponses dont j'ai besoin, comme si réellement j'avais quelqu'un avec moi. Donc, il faut vraiment se dire que ça permet de décupler votre force. Donc, la première chose, c'est le rôle. Ensuite, c'est la mission. Donc, la mission, c'est vraiment la tâche que vous lui demandez. Je veux que tu me donnes toutes les mises à jour et actualités qui peuvent être intéressantes dans mon métier de juriste, travaillant dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le social, spécialisé dans le civil, dans les divorces, dans ce que vous voulez. OK ? Ensuite, le contexte. Le contexte, ça va être vraiment des éléments de contexte. Donc, par exemple, je travaille dans une entreprise, il y a 500 personnes, on est dans un département... je travaille dans un département juridique où on est 4. Les dossiers qu'on traite le plus, c'est plutôt ceci, cela. Nos clients ont des problèmes sur ces sujets-là. Ou dans l'entreprise, les sujets qu'on traite sont plus ceci. Donc, ça va être vraiment juste parler de vous, parler de qui vous êtes, du contexte dans lequel vous évoluez. Ça va lui permettre de mieux vous comprendre et vous donner une réponse plus précise. Et ensuite, il y a les règles. Alors, les règles, c'est ce qui va vous permettre de vous prémunir des hallucinations. La première chose pour se prémunir des hallucinations, c'est de lui dire de vous donner ses sources.
Pourquoi? Alors bien sûr, ça paraît évident, on a envie d'avoir les sources, au moins on saura où on va tomber. Mais ce n'est pas que pour ça. Dans ces outils d'IA, lorsqu'on lui dit « donne-moi tes sources », elle ne va plus pouvoir mélanger les différentes sources parce qu'en fait, à la fin de chaque paragraphe, elle va vous dire « cette paragraphe, c'est cette source-là ». Cette paragraphe, c'est cette source-là. Donc, elle ne va plus pouvoir faire de mélange de paragraphes. Elle ne va plus pouvoir lire deux choses à deux endroits différents et vous faire un micmac qui va faire quelque chose d'incohérent. Elle va être obligée à la fin de chaque paragraphe de vous dire « ce paragraphe-là, voici la référence. Celui-ci, voici la référence. » Et c'est comme ça qu'on se prémunit des hallucinations. Et donc là, moi, je lui ai dit, pour cela, tu dois uniquement utiliser des sources comme celle-ci, donc site institutionnel, Légifrance, service public, l'INPI, impôts.gouv, des sites professionnels comme, je lui en ai donné d'autres, des bases de données telles que Dalloz, LexisNexis, EFL, des newsletters comme fiduciaire.com, Village Justice, Les Échos, et des sources internationales, etc. Donc moi, là, je l'ai encore plus bridé, je l'ai maîtrisé, puisque je lui ai donné une dizaine de sources auxquelles moi, je fais confiance. Et donc voilà, en fait, je lui ai donné finalement les endroits où je fais ma veille juridique. Où est-ce que je vais moi naturellement? Quels sont les 15, 20, 30 endroits où je vais aller faire ma veille juridique si je la faisais humainement? Je lui dis, c'est ici que tu dois aller chercher. Et ensuite, je lui donne un format. Créer un tableau avec les 10 sujets d'actualité sur la dernière semaine. Je veux également une colonne avec les sources. Et là, c'est deux éléments qui sont très importants dont on va parler. Le premier, je lui dis, si tu ne trouves pas la réponse, écris « je ne trouve pas la réponse ». Et ça, c'est très important parce que les IA, elles sont programmées pour vous donner une réponse quoi qu'il arrive. Or, donc même si elles n'ont pas la réponse, elles vont vous bidouiller quelque chose pour vous répondre quelque chose. Si on lui dit « écris-moi, je ne trouve pas la réponse » quand tu ne trouves pas la réponse, déjà, on a enlevé un gros paquet de bêtises qui peuvent tomber. Ensuite, la troisième chose, et ça c'est ce que j'appelle un hack, donc j'en ai plusieurs des hacks que je dis dans ma formation, mais là c'est un hack qui est très intéressant, qui est à la fin de ta réponse complète, analyse-la et remets en question la véracité de tes propos. Ensuite, attribue-toi une note sur 10 à propos de ta confiance en cette réponse et de la fiabilité de cette dernière. Et vous allez voir qu'en faisant ça, 90% il va vous répondre 5-6. Il n'est pas très content. Attends, tu peux nous redire à la fin de ta réponse complète? À la fin de ta réponse complète, à la fin de la réponse complète, analyse-la et remets en question la véracité de tes propos. En question la véracité. Quand vous écrivez ça, un hack, Un hack, H-A-C-K. d'accord? Oui. Et ça, c'est C'est un tips. En fait, c'est une astuce. D'accord. OK? Alors, il y en a beaucoup des astuces à connaître. Il y a beaucoup des astuces. Et donc là, je termine. Ouais. Ensuite, attribue-toi une note sur 10. Alors attends. Ensuite. Attribue-toi une note sur 10 à propos de ta confiance en cette réponse et de la fiabilité de cette dernière. Écrivez tout, c'est fondamental. Demain, vous êtes en direction juridique, on vous demande de faire une recherche, on vous demande une consultation. Si vous allez sur ChatGPT pour chercher des infos, vous voulez être sûr que c'est pas comment tu dis, des hallucinations? Des hallucinations, c'est ça le mot. Donc à la fin de ta réponse complète, analyse-la et remets en question la véracité de tes propos. Ensuite, attribue-toi une note sur 10 à propos de ta confiance sur cette réponse et de la fiabilité de cette dernière. Exactement. Et là, on va se rendre compte, lorsqu'on utilise cette phrase, donc moi j'ai fait un bon prompt, donc en général, elle est quand même meilleure, sa note. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il est flemmard. Ils sont flemmards, ces systèmes d'IA. Et d'abord, ça leur coûte énormément d'argent d'aller chercher longtemps pour vous. Donc, s'ils ont un petit sentiment d'avoir la réponse, ils vont vous la donner. Parce que ça leur fait économiser. OK? Et donc là, vous allez voir que souvent, ils vous répondent 6. Donc, moi, je ne veux pas un 6. Je suis en recherche juridique, je veux faire un truc très sérieux. Donc, à ce moment-là, vous allez dire, OK, eh ben, tu continues jusqu'à atteindre au moins 9. Et vous allez voir qu'il va le faire une fois, 2 fois, et qu'il va atteindre 9, et quand vous allez lire la réponse de son 9, elle n'aura rien à voir avec la réponse de son 6. Voilà. Donc après, on va faire les petits tests, mais je vous montre d'autres exemples. La deuxième, c'est par exemple, rédige-moi des conditions générales de vente pour une entreprise. OK? Donc là, je lui dis, tu es expert en droit, ton rôle est de rédiger des documents juridiques structurés avec un ton professionnel. Ça, c'est son rôle. Ta mission est la suivante, rédige-moi des conditions générales de vente. Le contexte, ça va être les informations de l'entreprise. Qui est l'entreprise, qui est le gérant, c'est quoi sa zone géographique,
les processus de vente, les livraisons, donc en fait des éléments qui vont devoir être intégrés dans ces CGV. Et ensuite, je vais lui donner, cette fois, vous voyez, j'ai une nouvelle section qui s'appelle Process. Alors Process, c'est parce que parfois, lorsqu'on demande à l'IA beaucoup de choses, donc on a envie qu'il aille faire une recherche, et ensuite qu'il vous fasse une synthèse de cette recherche, et ensuite qu'à partir de cette recherche, il vous rédige des conclusions, etc. Là, du coup, ça va l'embrouiller complètement, le système. Donc là, on va rajouter cette étape, qui est une étape d'ailleurs qui s'appelle process, mais en français, on pourrait l'écrire étape. Et on va lui donner les différentes étapes. Partie 1, tu vas chercher des modèles de CGV sur des produits similaires aux miens. Premièrement. Partie 2, tu me poses des questions si tu en as besoin, d'informations complémentaires dont tu aurais besoin. Partie 3, tu me renvoies les CGV. Donc là, je lui impose d'avoir un raisonnement par partie. Il ne peut pas tout faire en même temps. D'abord, tu fais ça, je valide. Ensuite, tu fais ça, je valide. Et ensuite, tu me rédiges les CGV. OK ? OK. OK. Et là, je rajoute une dernière règle où je lui dis, avant de répondre à ma demande, je te demande de poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre mon contexte et mes attentes. Tes questions doivent te permettre de me proposer la meilleure réponse possible. Pourquoi je lui dis ça ? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on rédige un prompt, lorsqu'on discute avec ces systèmes d'IA, ça va être un processus itératif. La première réponse est souvent pas exactement ce que vous voulez, même si vous êtes un expert. Okay, ça va prendre un petit peu de temps d'arriver à exactement ce que vous voulez. Cependant, votre première requête, c'est la plus importante. C'est celle qui va être considérée à 80% par le modèle d'intelligence artificielle. Donc, il faut absolument qu'il ait compris un petit peu quand même du premier coup. Donc, c'est pour ça que vous devez lui demander de vous poser un maximum de questions s'il a des doutes. Et en fait, vous allez voir que naturellement, il va vous poser un certain nombre de questions. Vous allez pouvoir échanger avec lui sur ces questions-là. Et ensuite, une fois qu'il sera au clair, il va vous répondre à votre question. OK. Et donc là, on va faire un exemple ensemble. Et on va aller sur GPT. OK. Et je vais vous montrer d'autres petites choses sur GPT. Donc là, je lui ai donné une entreprise qui n'existe pas d'ailleurs. Alors là, il s'est passé un autre truc dont je vais vous parler juste après. On va laisser générer tranquillement. Il est en train de faire. C'est incroyable. Donc là, vous voyez, il m'a rédigé des CGV. Donc après, ce serait plutôt à vous de me dire si elles sont bonnes, mais moi, je pense qu'elles sont vachement bonnes. OK ? Il est allé chercher sur Internet, il a récupéré les maximums d'informations, il m'a rédigé tout un texte, mais vous savez, il y a quelque chose qui s'est fait naturellement. Vous voyez qu'on n'est plus sur GPT normal, là, tout d'un coup, il s'est passé, ils m'ont mis une fenêtre en grand, il y a à gauche une conversation. Alors ça, c'est un nouveau modèle de GPT qui s'appelle Canva, OK ? Qui est également disponible en version gratuite. Moi, je l'adore, cette partie-là, parce qu'en fait, généralement, quand on pose une question à GPT, il va nous faire une réponse qui va nous convenir à 80%. Et pour les 20% restants, moi, souvent, je la copie-coller sur un Word et je la retravaille pour arriver à mes 100% qui sont nécessaires pour moi. Aujourd'hui, GPT vous laisse la possibilité de faire ça, mais avec GPT comme assistant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, voilà, il vous a fait vos CGV, mais vous voulez lui dire, par exemple, cette partie-là, là, je voudrais lui demander quelque chose de plus je voudrais que plus long, je lui demande. Donc là, en fait, il va reprendre que cette partie-là et me la rendre plus longue. Hop, il me la réécrit. Vous voyez ? Et là, vous voyez, il a carrément doublé, même plus que doublé l'article. Et je peux lui demander plein de choses. Je peux lui demander d'ajouter des emojis, je peux lui demander de peaufiner. Donc par exemple, une phrase qui est un peu complexe,
La phrase, elle est un peu complexe. Est-ce que tu peux me la rendre plus claire? Vous allez pouvoir choisir une seule phrase et dire peaufine-moi cette phrase. Je peux aussi lui demander le niveau de lecture. Donc, vous voyez, il y a 10 niveaux de lecture, je crois. 10 exactement. Donc, et en fait, on peut dire, vous n'allez pas parler de la même manière si vous parlez à un enfant de 5 ans ou si vous parlez à quelqu'un qui a un doctorat en droit. Donc, vous allez pouvoir adapter la lecture dans le langage en fait, que vous allez utiliser. Donc là, vous allez pouvoir choisir le niveau de lecture. Donc, dire par exemple ici, je veux que le niveau de lecture il soit plus élevé, lycée, université, enseignement supérieur. Donc, par exemple, je vais dire enseignement supérieur. OK, et je vais envoyer. Et donc là, il va me changer vraiment le langage. En fait, est-ce que si on a bien compris, quand tu rentres dans ce niveau de détail… Alors en fait, quand tu demandes à GPT de te faire par exemple des CGV ou faire un contrat ou faire quelque chose, il va te le faire et en fait, tu vas avoir… Maintenant, c'est automatique. Il va y avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. OK ? Et en fait, ta conversation avec GPT, elle existe toujours, mais elle est à gauche. Et donc maintenant, tu vas pouvoir, quand tu relis ton texte, te dire, OK, cette phrase-là, elle ne me plaît pas, c'est pas exactement ce que je veux. Et tu vas pouvoir lui dire, sur cette phrase-là, fais comme ça. Sur celle-ci, augmente. Je veux que ça soit plus long. Je veux que ce soit plus court. Je veux que tu peaufines. Améliore-moi. En fait, tu vas pouvoir vraiment, phrase par phrase et paragraphe par paragraphe, peaufiner la réponse de GPT avec GPT comme assistant personnel. C'est vraiment le but. Non, c'est aussi disponible en gratuit. Ouais, c'est aussi disponible en gratuit. Oui ? La version payante, eh bien, quelle est la différence? Alors, je vais vous montrer un truc qui fait une vraie différence. Moi, j'ai la version payante et c'est le seul pour lequel je paye parce qu'il y a une vraie différence que je vais vous montrer juste après. Donc ça, c'était pour vous montrer ça. Et donc là, justement, ça va me permettre de vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc là, on a vu maintenant, il faut travailler, mais en tout cas, l'art de prompter. Le prompt engineering, c'est vraiment devenu une compétence. Je vous invite vraiment à vous former à cette compétence parce que lorsque vous allez arriver en entreprise et que vous allez être capable de prompter, ça fera une énorme différence pour vous. OK ? Et ça veut dire à la fois pour vous vendre, mais également dans votre quotidien. Dans votre quotidien, vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses, des choses que vous n'auriez jamais été capable de faire, en tout cas au début en tant que junior. Mais là, sur GPT, il y a aussi la possibilité de créer… Alors, il y a deux choses. Déjà, on va pouvoir utiliser, donc par exemple, moi, je suis expert en IA. Donc, si je crée un GPT avec un super prompt, bah, vous avez envie peut-être de l'utiliser, mon prompt. Et en fait, il y a des gens qui ont créé des GPT personnalisés. Donc, il y a une banque qui s'appelle Explorer les GPT. Juste, je vous remonte, c'était où? Là, vous voyez, il y a marqué Explorer les GPT. On va le mettre en grand. Et en fait, là, vous avez une librairie de GPT, de personnes qui les ont créés. OK ? Et il y en a un, par exemple, qui est intéressant pour le juridique, qui s'appelle Juriv IA. Alors, comment on sait si c'est un bon GPT ou si c'est une personne complètement nulle qui a décidé de faire quelque chose? Ben, on le sait parce que là, il y a marqué 800K. Donc, ça veut dire que c'est un truc français qui a été créé par un gars et qui a 800 000 personnes qui l'utilisent de manière journalière. OK ? Ça veut dire que s'il y a 800, à moins qu'il y ait 800 000 imbéciles, je pense que ce n'est pas le cas. En général, s'il y a 800 000 personnes qui l'utilisent, c'est que ça vaut le coup. Et donc là, par exemple, Jurivia, je peux utiliser… Ça s'écrit Juriv apostrophe IA. Alors après, je vais vous parler d'un… Oui. Alors sur ChatGPT, on peut utiliser les GPT d'autres gens. On peut utiliser les prompts d'autres personnes. OK ? Donc là, il y en a un qui s'appelle Jurivia. Et alors, je vais vous montrer. Et donc, on peut faire démarrer le chat. Vous voyez ? Démarrer le chat. Je clique dessus. Et en fait, là, je suis sur son GPT à lui. Et en fait, c'est un GPT qui permet de répondre à des questions juridiques. OK ? Alors, il est assez connu maintenant. Il y a 800 000 personnes qui l'utilisent parce que justement, ils ont réussi à maîtriser. C'est un gars qui a réussi à maîtriser l'IA et à nous donner des réponses qui sont cohérentes. Donc, du coup, c'est un très bon élément. Maintenant, je vous donne une petite anecdote. C'est que moi, en testant pas mal Jurivia, je me suis rendu compte que quelle que soit la matière de droit, quand on lui demande « Est-ce que tu connais un bon avocat en ?» il sort sa femme. Voilà. C'est sa femme qui sort. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je suis tombée sur la même personne. Et je me suis dit, mais c'est quand même qui c'est?
Et en fait, j'ai trouvé sur Internet que c'est sa femme. Et donc, dans son prompt, mis à part, il a intégré à la fin, quelque part, si on te demande une adresse d'un avocat à Paris, tu donnes quoi qu'il arrive, ma femme. Et vous rigolez, mais en réalité, ça a dû lui apporter beaucoup de clients à sa femme. Ça a dû lui apporter beaucoup de clients. Donc ça, c'était son petit truc perso, il s'est fait un kiff. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle de tomber que c'était sur sa femme. Mais sinon, voilà, donc ça, c'est pour pouvoir utiliser. Mais mis à part sur le juridique, vous savez, dans vos métiers, et toi aussi, Amande, dans ton métier d'ailleurs, on ne fait pas que du juridique, on doit traiter des tableaux Excel, on doit analyser des données, on doit réaliser des plannings, on doit faire beaucoup de choses qui ne sont pas seulement juridiques parce qu'on ne fait pas des métiers, on n'est pas des robots, on est inscrit dans des entreprises où il faut faire des reporting, on travaille sur d'autres choses. Mais on n'est pas particulièrement bon. Par exemple, moi, j'ai eu beau faire des mathématiques et de l'informatique, etc. Excel, je déteste. Voilà, je déteste Excel et j'ai jamais voulu apprendre à devenir forte. Et bien, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin, puisqu'il y a un GPT qui s'appelle Excel AI, où il y a plus d'1 million de personnes qui l'utilisent. C'est le premier. Alors attends, on va noter, c'est exceptionnel. Excel AI. Et donc, du coup, je vais utiliser celui-là de Monsieur Tartampion, que je ne connais absolument pas. Je vais lui dire démarrer le chat. Et donc là, je vais lui fournir mes données. Je vais lui donner n'importe quelle donnée à moi et il va me faire des reportings, des tableaux, me sortir des tendances, me dire les informations, les informations qui sont bizarres aussi. Il y a quelqu'un qui sort un peu. Oui ? Alors ça, c'est dans la version payante, c'est ce que je disais. Donc c'est pour ça que je paye pour GPT. Donc c'est dans la version payante, dans la barre. Pour accéder au GPT des gens. Exactement. On appuie sur explorer les GPT et on va pouvoir, dans explorer les GPT, avoir noté par exemple, vous voulez une compétence en n'importe quoi, par exemple en article, rédaction SEO, disons. Alors SEO, c'est le référencement naturel pour que vos articles soient bien référencés. Et bien, il y a des GPT qui sont experts en rédaction SEO. OK ? Donc, vous allez choisir en fonction de ce que vous cherchez. C'est pour ça que je vous disais que moi, dans ma boîte, j'avais l'impression d'avoir une énorme équipe. C'est parce que j'utilisais des GPT qui étaient spécialisés dans la rédaction d'articles, d'autres en intelligence artificielle, d'autres dans la publication de posts sur LinkedIn, etc. Et il y a une autre, si les gens, oui, et si les gens peuvent utiliser les GPT d'autres gens, c'est parce qu'on peut tous créer des GPT à nous. Qu'est-ce que c'est un GPT à nous ? Je peux écrire plus créer ici. Et en fait, ça va être un GPT, par exemple, vous voyez là, c'est dans une conversation, je lui ai dit, OK, trouve-moi les 10 dernières actualités. Mais moi, j'ai envie d'un GPT quand j'ai plus envie de lui écrire. Vous voyez que le prompt que je vous ai montré, c'est des gros prompts, ça prend du temps. On n'a pas envie de les écrire tous les 4 matins. Donc, on en a écrit un pour la veille juridique. Je crée mon GPT qui fait que de la veille juridique exactement dans ma spécialité, dans mon secteur, dans ce dont j'ai besoin. Et tous les matins, je lui dis juste OK et il m'envoie mais la veille juridique. J'ai plus besoin de le rédiger parce qu'en tête, c'est ça qui est la différence entre ChatGPT et les GPTs. GPT. ChatGPT, c'est la conversation classique. Les GPTs, c'est des GPT à vous personnalisés qui retiennent ce que vous leur avez dit et vous n'avez plus besoin de leur dire une seconde fois. OK ? Et donc, moi, je m'en suis créé pas mal qui me permettent, en fait, au quotidien, de faire les différentes choses. Et vous parlez des conclusions, je crois, Arnaud. Non. Alors, des conclusions. Je suis en train de faire le test, je viens de créer mon... OK. Et donc là, en fait, moi, j'ai créé un GPT pour les conclusions juridiques. C'était pour mon mari, c'était pour faire un test, justement, pour savoir un peu où ça en était. Alors, on a fait beaucoup de tests, on a beaucoup travaillé. Mais effectivement, il a fallu avec un gros prompt et aussi des exemples. Donc, on a anonymisé une vingtaine de conclusions juridiques qu'il a fait, complètement. Ensuite, on les a données à GPT et on lui a fait un très bon prompt pour lui expliquer comment devait être fait une conclusion juridique, etc. Et donc maintenant, quand je lui dis, voilà, mon cas est le suivant, fais-moi les conclusions, et ben ça me rédige maintenant, vu qu'il a très bien compris, parce que je ne lui ai pas donné n'importe quelle conclusion, je lui ai donné les conclusions de mon mari. Donc il sait exactement comment mon mari travaille, comment il aime faire ses conclusions et comment elles sont faites pour qu'elles lui ressemblent. Et ça, c'est un élément dont je ne vous ai pas parlé, mais je le montre également en formation, donnez-lui des exemples. Si vous voulez qu'il vous rédige des articles comme vous avez l'habitude de les rédiger, il faut que vous lui donniez des articles que vous avez déjà rédigés. Moi, voilà comment je rédige mes articles. Parce que vos articles sont bons. Si vous les avez publiés, c'est parce que vous les aimez. Vous n'avez pas forcément envie que l'IA soit plus forte que vous. Vous avez juste envie que l'IA soit comme vous. Si elle est comme vous, ben on a tout gagné.
On se dédouble. On veut pas on veut pas qu'elle soit plus forte. On veut qu'elle soit pareille que vous. Donc, il faut lui donner un maximum d'exemples. Voilà les conclusions que je rédige. Alors après, on a fait aussi une autre chose qui est intéressante. C'est un autre GPT qui, à partir des conclusions, rédige la plaidoirie. Donc voilà, donc on lui donne la conclusion, on lui donne des éléments du dossier. Et après, ça va être Quels sont les arguments à mettre en avant pour être performant et gagner le dossier le jour de la plaidoirie? Exactement. Et donc, du coup, c'est dingue. C'est dingue. Et donc, du coup, c'est toujours à retravailler. Hein. Je le dis, c'est toujours à retravailler. On relit ce qu'on donne, on relit les résultats. Mais il faut se dire que ça vous a fait 90% du travail. Les 10% restants, c'est normal, vous avez fait des études pour ça, il faut les faire, bien sûr, les 10% restants. Mais et vous allez pouvoir exploiter parce que vous avez fait 5 années d'études en droit, sinon complètement. Le profane, il peut pas exploiter. Exactement, c'est pour ça que moi, par exemple, quand je voyais la première fois que j'ai fait ce conclusion juridique, la première fois, j'ai dit, c'est un super résultat. Je l'ai envoyé à mon mari qui m'a dit, mais pas du tout, c'est une catastrophe, le résultat. Donc j'ai dû travailler avec lui. Celui a été capable de le rendre bon. Donc c'est ce que je vous disais au début. S'il n'y a plus de juristes et d'avocats, il n'y aura plus jamais d'IA qui seront assez compétentes pour faire du bon travail. Vous êtes les seuls. C'est pour ça que moi, j'ai une expertise IA. Donc, quand je fais une formation de façon générale, j'essaye de vous donner un maximum de clés. Mais si c'est un commercial que je parle, c'est lui qui va faire les meilleurs prompts commerciaux. Un juriste, c'est pareil. Un expert comptable, c'est pareil. Vous êtes les seuls à pouvoir avoir les meilleurs résultats. OK ? Et donc, voilà pour cette partie. Et je vais terminer. Alors moi, je ne suis absolument pas juriste, mais je vais vous parler un petit peu de l'IA Act parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, en 2024, et qu'il a une énorme incidence aussi sur les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'IA Act? Il divise les IA en 4 catégories. La première, c'est la catégorie qui sont des risques inacceptables, comme la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics. En Chine, par exemple, ils font la surveillance de masse grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, en France, en Europe, ça ne peut pas exister. Voilà. Donc ça, c'est inaccessible, inacceptable, c'est interdit. Il y a des grosses peines qui ont été mises en avant si on utilise l'IA de cette manière-là. Deuxièmement, il y a les risques élevés. C'est l'IA utilisée dans la justice. Donc c'est votre cas. Dans le recrutement, la santé, la finance ou l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire risque élevé? Ça veut dire qu'il y a une obligation de transparence, de supervision humaine et d'évaluation de biais. Donc ça, on va le voir plus tard. Mais en fait, ça crée aussi des nouvelles spécialités pour vous. Parce qu'en réalité, on va avoir maintenant les entreprises, elles vont se faire auditer par des experts techniques, mais aussi des experts juridiques qui vont aller au sein de l'entreprise voir si on respecte bien l'IA Act. Ensuite, il y a les risques limités. Donc, par exemple, on parle beaucoup de chatbot, de services clients automatisés. Mais là, il faut juste spécifier à la personne que c'est une IA qui est en train de parler. On ne doit pas méprendre, on ne doit pas se faire passer pour un humain. Une IA ne doit jamais se faire passer pour un humain en Europe. OK ? Et le risque minimal, bon, celles qui n'ont pas de restriction, quand on fait un petit filtre Snapchat, c'est pas bien grave, il n'y a pas de restriction sur ces choses-là. OK ? Et c'est quoi les impacts sur les entreprises et pour les professionnels du droit? C'est que les entreprises qui développent des IA, elles vont devoir respecter donc des règles strictes et donc être soumises à des audits, de la documentation et de la transparence vis-à-vis de comment elles utilisent l'IA. Les utilisateurs de l'IA, comme les avocats, les médecins, devront s'assurer que les outils qu'ils utilisent sont conformes. C'est pour ça qu'on préconise des outils. C'est pour ça que les outils aussi sont poussés par le barreau. C'est parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tout le monde a envie d'utiliser l'IA. Et donc, si on n'est pas en train de donner des IA qui vont être réglementées, qui vont suivre et qui vont être fiables, et en fait, ça va devenir le chaos parce que tout le monde va utiliser l'IA. C'est vrai qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui disent moi, j'interdis l'IA parce que j'en ai peur. Mais en fait, de l'interdire, c'est devenu encore pire. Puisque tout le monde, vous voyez bien qu'aujourd'hui, 95% de la salle a levé la main quand on dit est-ce que vous utilisez ChatGPT. Donc, si tout le monde l'utilise dans son coin, qu'il y a une version gratuite, votre employeur, il a beau vous dire ne l'utilisez pas, vous allez l'utiliser. Donc, c'est pour ça que le barreau a mis en avant une IA auquel elle fait confiance. OK ? Et ensuite, il y a des sanctions lourdes qui sont prévues, donc jusqu'à 35 000 € d'amende ou 7% du chiffre d'affaires. OK ? Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que au niveau européen, l'IA Act, elle essaye de protéger les citoyens des abus de l'intelligence artificielle, que les entreprises elles doivent se préparer à une conformité stricte et que l'IA reste autorisée mais encadrée selon son niveau de risque. Et il faut vraiment dire qu'aujourd'hui, à la fac,
en école, il n'y a pas encore une spécialité IA, mais il faut s'imaginer que demain, il y aura vraiment un cursus juridique et intelligence artificielle. Et je vais finir par ce dernier point, c'est de parler, vous voyez tout à l'heure, on a fait Midjourney, on a vu qu'on était capable de créer avec Midjourney du contenu, des œuvres, en réalité, des œuvres, des photographies, etc., grâce à ces outils-là. On en pense quoi? Est-ce que c'est du plagiat? Est-ce que c'est de la création? Parce qu'en réalité, ces modèles d'IA, ils s'inspirent de milliers de données, qui sont des œuvres artistiques qui appartiennent à des personnes. Donc, est-ce que moi, l'IA, quand elle utilisait, elle a fait un micmac de toutes ces données-là et qu'elle m'a sorti l'image que je lui ai demandé, est-ce qu'elle m'appartient vraiment? Est-ce que c'est vraiment du contenu nouveau? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont débattues en ce moment, qui sont très compliquées à résoudre. Donc là, il y a une proposition de loi française le 12 septembre 2023 qui dit, pour encadrer l'IA, donc au niveau des droits d'auteur, dont l'objectif a été de renforcer la protection des artistes et auteurs face aux IA génératives, assurer une rémunération plus juste lorsque ces IA s'inspirent de leurs œuvres pour créer du contenu. Et je vais tout de suite vous dire l'envers du décor, c'est une proposition de loi qui est très difficilement applicable. Pourquoi? Parce qu'elle présente des lacunes qui la rendent difficilement applicable. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous mettre un exemple juste à côté. Vous connaissez tous Picasso. Ok, Picasso, il y a un énorme mouvement qui est le cubisme, qui est le mouvement de Picasso qui lui est attribué. Et donc, ça, c'est une œuvre qui a été réalisée par Picasso. Et à droite, c'est une œuvre qui a été réalisée par moi et l'IA. Ok, on pourrait clairement croire que c'est une œuvre de Picasso. Est-ce que, à votre avis, j'ai le droit de dire c'est à moi? Non. Donc là, pour le coup, non. Je ne vais pas pouvoir dire cette œuvre, c'est à moi. Parce que là, je vais me faire attaquer juridiquement par les descendants de Picasso et je vais perdre, c'est sûr. Cependant, on n'est pas tous Picasso. Il y a des artistes qui sont beaucoup moins connus, qui ont mis leurs œuvres en ligne pour se faire connaître et qui ont une patte beaucoup moins forte que celle de Picasso. Et elles vont peut-être reconnaître que clairement, ça ressemble à ce qu'elle fait, mais pour pouvoir le démontrer face à un tribunal, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est pour ça que cette loi, c'est un début de quelque chose. En tout cas, c'est bienveillant, on est sur le bon chemin, mais on n'a pas encore résolu le sujet. Et c'est vraiment des sujets qui sont débattus aujourd'hui. Donc, comment on va faire pour que les artistes puissent être rémunérés et pour prouver, en fait, il faudrait que les entreprises, elles aient plus de transparence. Qu'elles disent, voilà l'image que je t'ai générée et voici les bases que j'ai adoptées. Et aussi, être obligé, par exemple, d'utiliser un grand nombre de données pour générer une image. Ne pas se baser seulement sur un artiste. Mais dire, voilà, moi, j'ai utilisé 15 000 données de 15 000 artistes différents. Bon, bah, c'est sûr que le résultat va être un mélange de tout ça, un savant mélange. Et donc, on ne va pas y être dans le mille. Et donc, voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir... Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça a été pertinent pour vous. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous ne vous y êtes jamais mis, il faut s'y mettre, il faut apprendre. Ça va vous apporter énormément dans vos futurs jobs. Et merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ah ok, je suis là. Non, pas du tout. Moi, j'ai un peu de temps si... Ouais. Malgré que vous fassiez du coup confiance à l'intelligence artificielle, vous ne posez pas la question qu'un jour peut-être quelqu'un pourra l'utiliser comme une arme destructrice plus puissante que la bombe atomique justement. Complètement. Donc ça, c'est des sujets qui sont débattus. D'ailleurs, on parle même, sans parler d'armes destructrices, on n'en est pas. Alors honnêtement, moi, je suis du style à dire on n'en est pas là. Okay. Aujourd'hui, les chercheurs, ils ne sont pas en train de chercher comment utiliser l'IA pour faire des armes destructives. Cependant, pour un sujet qui est plus d'actualité, dont on a beaucoup entendu parler, c'est les voitures autonomes. Okay. On fait des voitures, on est en train de créer des voitures autonomes. Il y en a eu à Los Angeles qui existent déjà. Vous voyez qu'il y a des Uber sans chauffeur. Et on dit que c'est beaucoup mieux parce que ça va réduire toutes les erreurs humaines qui sont faites par les conducteurs. Cependant, il y a beaucoup de sujets éthiques. Donc voilà, par exemple,
Il y a un énorme camion, on va devoir piler et lui rentrer dedans et risquer les gens qui sont dedans. Mais devant, il y a un piéton. Qu'est-ce qu'on fait? On privilégie le piéton ou les gens qui sont avec toi dans la voiture? Donc ça, tout ça, c'est des sujets éthiques. Et l'IA, en fait, elle peut aller loin, elle peut aller encore plus loin. Mais en réalité, comme dans tout, on ne peut pas stopper. Maintenant qu'on en est là, on ne peut pas stopper l'avancée de l'IA. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de la maîtriser, de la contrôler, de la réguler. Ça va être votre travail à vous. Mais en réalité, il faut se dire que l'IA, elle est puissante, elle va devenir encore plus puissante. Est-ce qu'elle peut se retrouver? Est-ce qu'il peut y avoir un fou demain qui décide de faire des recherches de dingue pour pouvoir faire des armes autonomes? Peut-être. Voilà. Peut-être, mais il faut se dire que de manière générale, s'il y a un fou dans la rue qui prend une Kalachnikov, bah, c'est la même chose. En réalité, ça veut dire que c'est des nouveaux risques qui existent, qu'on va devoir encadrer. Mais en réalité, des gens qui sont fous, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à créer des armes autonomes avec l'IA. Ils peuvent être fous et aller tuer des gens dans la rue. Donc voilà, après, c'est mon avis sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concrètement, si j'ai bien compris, si on prend l'exemple de Picasso, Oui. on n'a pas d'exemple illustre français, je fais des arts, j'en ai fait une peine en droit de 500 pages. Oui. Je prends une autre thèse qui a été soutenue en Amérique du Sud, je la fais traduire. Oui. Traduire, hein. Oui. Je reprends juste la structure et la démonstration, je passe dans l'IA d'Alos avec tout le rafraîchissement, avec toute l'actualité, toutes les jurisprudences françaises, et je génère une thèse en 1 heure. Alors, déjà oui. Mais non, mais déjà. De 8 ans à 3 jours. Alors déjà oui. Je vais répondre oui. Effrayant. Et je vais vous dire, en fait, à ce niveau-là, pas vraiment, parce que dans le web d'Allo, c'est vraiment de la recherche, donc vous n'allez pas pouvoir mettre un document et lui demander des choses dessus. Il va falloir vraiment que vous posiez vos propres questions. Donc vous ne pouvez pas intégrer. Complètement. Et je vais même aller plus loin. Nous, on se souvient, moi en 4e, on m'a demandé de faire la biographie de Victor Hugo. Quel élève de 4e va faire la biographie de Victor Hugo quand il peut lui dire fais-moi ma biographie de Victor Hugo et qu'elle va être sublime? Donc c'est vrai qu'il faut se dire, vous voyez déjà un niveau universitaire, mais on peut se dire qu'à un niveau universitaire, il y a quand même des gens qui ont un cerveau un peu plus bien pensé, qui vont vouloir faire bien pour pouvoir comprendre, mener un raisonnement. Mais c'est vrai que dans les petites classes, les classes qui nous forgent, qui forgent nos esprits, ça va être compliqué quand on va faire une fiche de lecture sur un livre de 300 pages et qu'on n'a pas envie de le lire parce qu'on a 12 ans et qu'on est flemmard. On va pouvoir, grâce à ces outils-là, gratuitement, en 1 seconde et à nos smartphones, avoir la réponse. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets au niveau de l'éducation. Voilà, comment on va faire pour avoir encore des cerveaux bien faits et cultivés avec tous les outils qui existent sur le marché? C'est des vraies questions qui se posent. Ok, bon, ça c'est pour les dangers. Par contre, j'ai plein de questions qui sont très très pratico-pratiques. Ok. J'ai un site internet qui me coûte assez cher et j'ai payé ça me coûte cher parce que j'ai un référencement et Bien j'ai sûr. une assistance. Je trouve que leur boîte a été rachetée, elle va faire un bon truc et l'IT répond plus du tout. Ok. Ça m'énerve un peu. Est-ce que je peux dire à une IA, Oui. je te file les codes d'entrée pour le truc et tu me modifies les pages du site internet? Alors, ça, c'est complètement possible. Connecté Ouais. Alors ça via un autre outil. Parce que ça va être compliqué via l'IA directement, mais il y a un outil qui s'appelle Make, que moi j'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, quand je fais ma formation, je l'explique. Make, M-A-K-E. Et en fait, il va vous permettre à la fois de lier votre site internet avec GPT ou avec ce que vous rédigez. En fait, vous allez pouvoir connecter plusieurs applications. Donc, par exemple, ça s'appelle Make, M-A-K-E. Donc, par exemple, moi, pour ma veille IA, que je fais tous les jours, j'ai fait ma veille sur GPT, mais tous les matins, je reçois un mail automatiquement avec les actualités qui peuvent m'intéresser. Donc, en fait, dès que vous voulez lier 2 applications et lui donner vos codes, vos identifiants, il faut passer par Make. Mais Make, c'est un outil qui est simple d'utilisation. Il va vous demander un petit peu de formation, mais c'est assez simple. Et donc, ça va vous permettre de faire ça tout seul. Alors, Allez-y, oui. non, je vous en prie, monsieur Gallard. Pareil pour ADAPS, c'est tout bête, c'est un logiciel de traitement de gestion de cabinet d'avocat, Ouais. qui est un petit logiciel payant qui fait tous les factures et machin. On veut changer les entêtes du câble, on veut générer des nouveaux documents. Je peux le connecter avec un autre truc. Alors ça, c'est une question. Alors, je vais vous répondre oui et non. C'est compliqué de le faire sur ADAPS, Ouais. alors que chez GPT, c'est l'utilisation. Ouais. Alors, je vais vous répondre oui et non. Pour pouvoir faire ces connexions sur Make, donc Make, il vous permet de connecter tout et n'importe quoi. Mais en fait, il faut que le logiciel soit ouvert. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Gmail, Outlook, etc. C'est des logiciels qui vous permettent de vous connecter par un outil tierce. Il y a des outils, je ne connais pas celui-ci Adams, mais il y a des outils dans les cabinets d'avocats qui sont très fermés. Ah, comme le RPVA ou le physique. Voilà.
Donc ça, c'est impossible. Voilà, donc en général, s'il est ouvert, vous allez pouvoir le faire directement via Make et pouvoir se connecter. Mais par exemple, je sais que par exemple, Doctolib est complètement fermé. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup de médecins qui me disent est-ce que je peux pas faire de la prise de rendez-vous automatique quand je reçois un mail? C'est pas possible parce que Doctolib est fermé et donc ne permet pas de se connecter automatiquement. Ma femme est RH chez Doctolib, donc je connais Ok. bien le truc. Et justement, ils ont des formations en permanence comme ça là-dessus. Et ils ont leur propre logiciel et ils ont le boîtier pour les médecins qui sont en train de vendre. On pose le boîtier, on mène la consultation. Ah, On a toutes les informations. bah c'est probablement pour ça qu'ils ne le mettent pas ouvert pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Je l'ai présenté il y a 2 mois. Et en fait, c'est génial parce que donc, il reconnaît la voix du médecin, il reconnaît la voix du patient, il prend toutes les coordonnées, il évacue des informations pas importantes, il fait un diagnostic, il fait le fichier médical, ce qui permet d'avoir une interaction humaine beaucoup plus importante. Donc ça, c'est vraiment l'exemple d'une entreprise qui n'a pas voulu ouvrir aux autres, mais qui a pas, parce qu'elle l'a créé, parce qu'elle crée sa propre IA et qu'elle veut justement la commercialiser. Donc du coup, elle se dit, je ne vais pas ouvrir, tout le monde a besoin de moi, tout le monde utilise Doctolib, du coup, je vais créer ma propre IA et je vais la commercialiser, ça va me faire des revenus complémentaires. Oui. Est-ce que je peux me générer des petits avis Google Non, mais c'est pour Alors, le référencement, enfin, Alors, en réalité, c'est-à-dire le générer, écrire les commentaires ou vraiment… moi, je demande à l'IA de me faire un avis Google de manière cohérente, de manière crédible, c'est-à-dire pas tous les jours, parce que ça va se voir. Ouais. Tu m'en génères Alors, deux par semaine, et puis tu fais des trucs un peu… Je me suis jamais posé la question, mais c'est… Non, mais en réalité, c'est intéressant, mais il faut créer des comptes Google. Non, mais en réalité, oui, pour la création du message, ils vont rédiger des messages qui seront très intéressants par rapport à ce que vous faites, etc. Mais pour la publication, il va falloir créer le compte Google. Non, on peut pas créer un compte Google automatiquement, il faut de l'intervention humaine, c'est Google qui le demande. Donc pour se créer le compte, il vous demande vous allez recevoir un message pour confirmer votre identité. Donc ça, on ne peut pas le faire automatiquement. Une dernière question. Non, mais allez-y. J'ai eu, c'est un cas très clair, Ouais. je suis en Vinjaf, c'est un truc, ça se tire à boulet rouge, je vais faire familial. Et en face, on m'a généré des pièces. Ouais. Des fausses pièces? J'ai une en fait, des messages de soutien, ou enfin une fausse attestation, ou une femme qui, en fait, j'ai grillé parce que j'ai vu dans d'autres conversations que la copine de la femme dans laquelle moi j'ai fait le monsieur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a un niveau d'études très, très important. Et elle écrit coucou, ça va, CCSAVA. Et 3 semaines plus tard, elle écrit une attestation. Magnifique. Voilà, magnifique. Donc j'ai compris tout de suite. Et puis quand j'ai vu la structure, en plus ça ressemble très très bien à ChatGPT, parce qu'on l'utilise maintenant pour les millions de travaux vocales. Comment je peux détecter une pièce est générée par IA? Alors aujourd'hui, il y a des outils, vous devez taper des outils, on détecte par les IA, c'est des outils qui sont utilisés par les écoles aussi pour essayer de prévoir. Donc pour l'instant, ça va marcher. Mais bientôt, les IA, là, ce que vous voyez, les patterns que vous avez vus, ils vont bientôt disparaître. Donc on est au stade où encore aujourd'hui, vous allez taper sur Internet tout de suite, vous allez trouver, vous allez pouvoir mettre les pièces et on va vous dire, OK, là, il y a 80% de chance, un peu comme le plagiat, ces outils-là de plagiat. Vous allez le faire, mais en fait, les IA, elles sont en train de devenir tellement performantes qu'elles sont en train de gommer tout ce qui n'est… C'est comme les projectiles et les blindages, quoi. Exactement. Donc là, on disait que l'IA, les réponses de GPT, elles étaient très déshumanisées. De plus en plus, elles deviennent de plus en plus humaines. Donc voilà, ils ont conscience du problème et en fait, ces systèmes d'IA sont en train de retirer tout ce qui leur ressemble. Et donc, ça va devenir vraiment compliqué de faire la différence. Mais aujourd'hui, on peut encore le faire. On a un nom de… Je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que vous utilisez le premier, que ça fonctionne très bien. Ouais, d'accord. Ouais. Mais j'ai pas d'outils en tête, mais je pense que pour l'instant… J'ai vu moi-même, c'était… Oui. Et après aussi, les gens peuvent se défendre parce qu'ils disent même si c'est pas moi qui ai écrit comme ça, bah, j'ai le droit de m'aider de GPT. Donc il y a aussi des choses, on peut se dire, ok, je l'ai pas fait moi. Mais en tout cas, j'ai voulu le dire comme ça. J'ai voulu le dire et j'ai juste utilisé GPT pour m'aider à le dire d'une meilleure manière. Mais Ah oui, c'est vrai. C'est encore c'est manuscrit. ouais. Ah, c'est manuscrit? Normalement, ça va être manuscrit. L'attestation, pour qu'elle soit recevable, il faut que ça soit écrit à la main. Elle est forte en tout cas. L'attestation, c'était assez malin parce que la partie adverse, c'était un message, enfin, soi-disant un texto de soutien, etc. Mais c'était un truc, ça se joue pas. Ouais. J'ai aucun doute. Bien sûr. Mais moi, je vais vous dire, j'ai eu des mamans qui m'ont appelé pour faire les lettres de motivation d'entrée dans les écoles de leurs enfants. Et j'en ai fait une. Et je vous jure que la mère, elle a presque pleuré en lisant la lettre de motivation.
tellement elle l'a trouvé, c'était beau, quoi. C'était ça en mieux, quoi. Et donc, oui, donc ça va devenir de plus en plus compliqué pour les écoles. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'ESSEC, donc j'ai passé les concours, j'avais 2 très grosses rédactions à rédiger. Une où je devais parler d'un sujet très précis. Et en fait, à l'époque, j'ai passé énormément de temps. En plus, moi, je ne suis pas très à l'aise à l'écrit. Donc, j'ai passé beaucoup de temps pour que ce soit bien fait, etc. Mais aujourd'hui, si j'avais eu l'IA, enfin, combien d'élèves comme moi auraient utilisé l'IA et ont fait des choses sublimes? Donc après, comment on fait? Puisqu'on n'a que des élèves brillants qui passent ces concours-là. Alors, comment on sait l'élève brillant de celui qui a utilisé l'IA? Parce qu'on ne peut pas lui dire « c'est trop brillant pour toi ». Donc oui, bah, c'est des sujets et ça va en devenir encore des sujets. C'est nos sujets sociétals de demain, quoi. Yacine, dernière question. Ouais, en fait, j'ai une question comme ça. Vous savez, aujourd'hui, dans les services de l'État, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire sur Internet. Ouais. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, en fait, qui ne savent pas utiliser Internet pour pouvoir faire leur procédure. Est-ce que c'est possible d'avoir une IA qui aiderait ces personnes-là, en fait, à faire la procédure à leur place, une demande de passeport? Complètement. Alors ça, c'est des idées de start-up, hein, si vous avez des idées de start-up en tête. Mais en réalité… Ah, ok. Ok, bah, si tu es un entrepreneur, moi par exemple, j'ai une entreprise qui m'a contactée pour faire… ils ont une entreprise qui existe depuis longtemps pour faire des demandes de visa ou de carte de séjour. Et donc avant, c'était déjà dématérialisé sur Internet, enfin une bonne partie du process dématérialisé. Et donc maintenant, en fait… comment ils ont aidé ces personnes-là, c'est quand on arrive sur leur site internet, ils expliquent juste leur situation à l'écrit. Au lieu de passer, de cliquer là, etc., ils vont dire voilà, moi je suis en France depuis 5 ans, je travaille là, j'ai des fiches de paye, etc. Et donc en fait, ils vont parler quasiment humainement et le dossier va se créer automatiquement. Au lieu d'avoir à répondre à des questions les unes après les autres. Ils vont vraiment être comme dans une conversation au lieu d'être sur un site internet où on clique à droite à gauche. Mais est-ce que, mon question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a une IA par exemple qui permet, on va lui dire, voilà, tu vas sur le site, un site de l'État et tu remplis… En fait, oui et non, c'est un peu la réponse que j'ai donnée à Arnaud tout à l'heure. Non, parce que, par exemple, quand vous voulez faire votre identité numérique qui vous permet de vous connecter sur vos impôts et sur, etc., on vous demande, il y a souvent un code à donner ou quelque chose qu'on vous envoie. Et donc, il y a une intervention humaine qui est requise. Et heureusement, parce qu'en général, sinon ça voudrait dire, vous savez, tous ces systèmes, ils peuvent être hackés aussi. Hein. On reste dans l'informatique. Donc le fait qu'on ait mis des doubles authentifications avec des codes, etc., c'est fait pour vous protéger. Donc en général, on ne va pas pouvoir se connecter automatiquement à l'assurance maladie d'Amandine, à son compte Amélie. Il va falloir qu'Amandine elle reçove un texto à un moment donné, qu'elle rentre le message, etc. Oui, ma question va dans ce sens-là. En fait, par exemple, sur Media, on ne peut pas dire à Media d'aller sur ma boîte mail. Oui. Et en fait, lui dire, voilà, tu te connectes et quand tu reçois le mail. Ah si, ça tu peux le faire grâce à Make. Ah, avec Make, oui, grâce à Make, tu vas pouvoir prendre ton mail, leur dire, te connecter vraiment à ton compte Gmail via Make et donc pouvoir lui dire, trie-moi automatiquement. Et après, utiliser un GPT que tu vas plugger à ton compte Gmail, lui dire, trie mes mails automatiquement, etc. Mais par contre, on ne va pas le faire sur des sites, par exemple Gmail, ça va être bon. Vous allez pouvoir faire l'authentification dessus. Outlook aussi, il y a beaucoup de sites où c'est possible, mais les sites de l'État, l'assurance maladie, etc., ça ne va pas pouvoir être possible. Ok. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Ouais.